Bien, bonjour à tous. Merci Luigi Falla d'avoir si bien présenté ces projets et leur a mis dans cette thématique d'interaction avec l'espace public, lieu public, espace public, car je crois que là, c'est vraiment l'enjeu de sortir de ces bibliothèques bunkers ou de ces espaces, même si il y a un certain plaisir à lire dans des cloîtres absolument extraordinaires. Donc on pourrait le comprendre. Nous allons avoir une discussion là sur justement l'esprit de ces projets, sur ce thème de la reconversion, de la transformation qui nous est cher ici dans cette maison. D'ailleurs, je crois que le Palais de Chaillot est l'icône de transformation successive, avec Françoise Sognaud, voilà, qui a participé à la transformation de la bibliothèque Oscar Niemeyer, Patrick Rubin, pour la médiathèque François Mitterrand, Les Capucins à Brest, Sébastien Loiseau, donc pour la médiathèque communautaire de Moulins, et puis Christophe Gauthier de Flint pour la médiathèque Aimé Saint-Césaire. Alors, ce qui est intéressant dans les quatre choix, c'est des bâtiments très différents, des contextes très différents. On l'a dit, reconversion, mais justement, c'est plus subtil que ça, parce qu'il y a des reconversions de l'industriel. Donc il y a deux exemples venant du monde industriel. Il y a une reconversion d'un autre type, issu du monde culturel. Donc on va peut-être parler plus de transition. Et puis il y a le cas d'une rénovation. Donc qui est encore un autre enjeu. Et à chaque fois, ce sont des défis. Mais je crois, et je vais commencer par vous, François Sognaud, c'est vous qui avez eu le défi peut-être le plus difficile à surmonter, parce que venir... je reprends de l'architecture de Niemeyer, tout marche bien, vous inquiétez pas. Reprendre l'architecture de Niemeyer, c'est quand même déjà un poids, une responsabilité et autres. Comment vous avez abordé ce travail? Parce qu'on n'est pas dans un bâtiment anodin, même d'un bâtiment très très bien fait, d'architectes tout à fait respectables, mais là, on est dans une grande signature, dans un lieu très fort, dans la grille de Perret, déjà, le côté exogène de Niemeyer. Donc comment on vient réécrire une partition? Parce que ça revient à dire ça. Eh bien, tout d'abord, il faut dire que ce projet de médiathèque s'inscrit dans un projet beaucoup plus global sur le site Oscar Niemeyer, qui est le projet donc, de la restructuration du site entier, avec la grande salle de spectacle, le Volcan, ce qu'on appelait le Petit Volcan à l'époque, et l'ensemble du site qui avait, qui était devenu un lieu de la ville pas très fréquentable. C'est-à-dire que les Havrais allaient au spectacle dans le Grand Volcan, mais la partie que Niemeyer avait construite en partie basse, il faut rappeler que ce site se situe sur deux niveaux de la ville, enfin sur le niveau de la ville, le niveau de la rue, et il avait créé ce qu'il avait appelé le forum, il me semble, en partie basse, et c'était la partie qui permettait d'accéder aux deux salles de spectacle, parce que le Petit Volcan était une petite salle de spectacle, il l'appelait une salle polyvalente, qui avait été avec une jauge beaucoup plus petite que la grande salle de spectacle. Et ce site, Oscar Niemeyer, était devenu, non pas un forum, mais était plutôt devenu une impasse urbaine. Et il fallait régler cette question, parce que la ville, il est situé tout à fait au cœur de la ville. Et ce qui était intéressant, c'était justement de réfléchir à reconfigurer des continuités urbaines, de parcours urbains, c'est-à-dire de pouvoir aller du nord au sud et du sud au nord, en passant par ce pôle culturel, en descendant et en donnant la possibilité d'accéder à la fois à la grande salle de spectacle et à ce nouveau programme qui était l'objectif de la ville, de faire une médiathèque. Alors, faire une médiathèque dans ce bâtiment-là, effectivement, c'était à la fois un défi, mais je pense que ça a été difficile, mais ça a été une chance. Parce que ce bâtiment de Niemeyer, rond, introverti,
complètement fermé. C'est-à-dire que dans le projet, il avait été... le projet je vais revenir à des petites choses avant. Le programme de la médiathèque avait été présenté à l'équipe de Niemeyer, qui l'avait accepté. Oui, en 2006, oui. Voilà. Et moyennant quoi, on avait le droit de toucher à la couverture du petit volcan, c'est-à-dire que l'objectif d'ouvrir vers le ciel et de faire une verrière, d'apporter de la lumière naturelle au sein du bâtiment, elle a été validée par l'équipe de Niemeyer, de la même façon que l'avancée des façades pour éviter les façades étaient en retrait, les façades de la partie basse. C'est très difficile à expliquer ce site, mais les façades du rez-de-chaussée bas, de la place basse, étaient en retrait de la promenade haute, ce qui créait une ombre très, très importante, parce qu'au Havre, il peut y avoir beaucoup de lumière, et ça crée une ombre très noire sur la façade du rez-de-chaussée. Ce qui fait qu'il y avait un côté un peu repoussoir, il faut bien le dire, d'autant plus que le site s'était complètement dégradé et que ses façades s'étaient dégradées. Et donc, il fallait trouver le moyen de redonner de la vie et de l'attractivité à ce site. Oui, il faut rappeler que le maire, même les deux maires successifs, qui étaient bien d'accord sur ce sujet, ils se plaignaient du fait que précisément les rampes et tout ça qu'avait imaginé Niemeyer à l'extérieur, l'espace public ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas bien, là, il oui. fallait absolument retravailler l'espace, Oui. parce que c'est ça la réalité. L'usage, ça prend pas. C'est pas les architectes qui peuvent le dicter. C'est l'usage qui a toujours raison. Donc là, il y avait un déficit d'usage réel. Tout à fait. Pour vous, c'était une mission... C'était pas la fonction forum, mais c'était devenu une impasse. Voilà, moi je ne peux pas le dénommer autrement. Et donc là, nous, on a travaillé avec... donc je cite quand même les architectes qui ont fait la restructuration du site. C'est Dominique Desoulières et Hubert Janot qui se sont occupés de l'ensemble du site. Et moi, personnellement, je me suis occupée de la bibliothèque au sein de ce site. Et donc, l'objectif a été de recréer tout le site et d'inclure donc cette médiathèque dans ce bâtiment qui était le petit volcan. Mais alors, vous voyez la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le petit volcan, ce que les Havrais appelaient les pots de yaourt à un moment donné. Mais il y a toute une partie qui est sous le niveau de la rue et qui se développe et qui fait partie de la bibliothèque qu'il fallait aménager. Il y avait une petite salle de spectacle, il y avait il me semble, une halte garderie qui avait été abandonnée et qui était complètement en ruine. Et c'est l'endroit où qu'on a appelé jardin d'hiver, vous voyez, avec la verrière, etc. Et il y avait un cabaret... un bar de nuit qui s'appelait le cabaret électrique, pas un bar de nuit, mais un lieu de concert qui se trouvait là aussi. Bar de nuit, c'est un peu... l'enjeu de tout ce projet a été d'imaginer une médiathèque dans un bâtiment qui, grosso modo, n'a pas de lumière naturelle. Enfin, très très peu. Et d'organiser quelque chose qui tient la route, c'est-à-dire par rapport... Le programme quand même existait. Il y avait des objectifs de programme, c'est-à-dire un nombre de places assises à aménager. Il y avait un nombre de documents tout support. Alors j'insiste sur le tout support, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les livres, mais les bibliothèques d'aujourd'hui, c'est beaucoup des CD, des DVD, des tablettes, des postes informatiques, des tables, des chaises, et c'est beaucoup... Il y a les ouvrages, bien sûr, on les voit, hein, mais aussi on a aménagé une médiathèque avec beaucoup de lieux de vie. C'est un lieu de vie où on peut passer sa journée, et c'est le lieu de vie dans la ville qui est... Moi, je trouve que la fonction sociale et culturelle de la médiathèque dans la ville est très importante, parce que c'est un lieu où on va revenir sur ce point. Alors, on va revenir vers vous, vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je voudrais, avec notre ami Rubin, je dis notre ami parce qu'on a une longue complicité sur cette histoire de la transformation. Donc Patrick Rubin de Canal Architecture, c'est vrai qu'on les a connus
dans cette fantastique histoire de transformer un garage en un siège de journal et non des moindres, Libération. À l'époque, c'était au siècle dernier. Et puis, très très vite, de transformer des silos en lieux culturels, voilà, à Châlons. À Chaumont. À Chaumont, pardon. Chaumont. Chaumont. Mais ça aurait pu être à Châlons. Mais ça aurait pu être à Châlons. Pardon pour ce lapsus. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que c'est une vague de fond chez Canal de travailler sur ces enjeux de reconversion de bâtiments, de faire d'un lieu obsolète justement un nouveau lieu. Et donc comment à Brest, parce que là il s'agissait de transformer, ça a été très bien expliqué, un ancien atelier, donc une usine assez monumentale d'ailleurs, hein, qui s'inscrit dans le projet de Bruno Fortier de transformer tout cet ensemble en écoquartier. Donc là, voilà, on voit déjà qu'au niveau urbain, il se passe quelque chose, car encore une fois, l'équipement ne peut jamais être dissocié de son contexte, c'est bien là où nous sommes d'accord. Donc comment vous avez pris je dirais pas ce monstre, mais ce grand bâtiment avec d'autres enjeux là qui n'étaient pas la signature d'un architecte, mais celle de mètres cubes à maîtriser avec les questions thermiques, les questions, la lumière et tout. Comment vous avez fait ? Avec Francis, il y a toujours 3-4 questions en même temps, mais ouais. je vais essayer de distinguer. La première question, mais ça vient peut-être de ce que j'ai écouté juste auparavant, ça révèle la question de la transformation. Ce que j'appelle vraiment transformation de la situation construite ou des situations construites. Et je note que là, les 4 bâtiments ont été choisis peut-être à dessein comme des lieux qui sont transformés. Et je pense que la question de la transformation, et tu en avais fait une très belle exposition, est un sujet qui n'absorbe pas forcément la question des supports numériques ou des livres. Donc ça c'est une première chose. Seconde chose, c'est qu'on a beaucoup de chance, tous les 4, d'avoir travaillé sur un sujet comme ces 4 équipements culturels, parce que c'est certainement encore un endroit où l'on peut manifester son travail d'architecte, évidemment. Donc il y a 2 choses, c'est on revisite un bâtiment sur sa structure, sur son existant, et on essaye de projeter ce que seront plus tard, comment on peut offrir au public, on va dire, le savoir et le ludique aussi. Et puis, il y a... Alors, si on a beaucoup de chance, on n'est pas seul à avoir de la chance, c'est qu'il y a les habitants de ces 4 collectivités, 4 villes, et la puissance, c'est pas nous qui l'avons au départ, et avant même qu'on soit nommé, ce sont les élus. Ce sont les élus au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'une communauté, qui vont pendant très longtemps mettre en place une stratégie pour avoir une médiathèque, pour avoir un équipement de cette importance-là. Et qui est certainement le maire et l'architecte et sa médiathèque, là, c'est le révèle assez, qui est un instrument à la fois de pouvoir, mais en même temps de générosité vis-à-vis d'une collectivité. Donc tout ceci, moi je tenais à le dire parce que je me souviens, et puisqu'on parle de ce qu'on appelle les 3e lieux, ou les lieux, Françoise vient d'en parler, ce sont des lieux extrêmement ludiques et généreux, tout ceci me ramène à l'âge de 10 ans où je vais au 3e étage de la mairie du 10e arrondissement pour aller à la bibliothèque. Je suis extrêmement mal reçu par 2 dames qui n'ont absolument pas envie de m'expliquer leur histoire. Et je sors et je vais dans une magnifique poste qui est à Bonne Nouvelle, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est là où je remarque que c'est le lieu où tout le monde se rencontre à la poste. C'est-à-dire que c'est un bâtiment magnifique. Je suis sûr que tu dois connaître l'architecte. C'est-à-dire que la question de l'espace public dont on parle, la question de la lecture publique, la question de la générosité qui peut être offerte par une collectivité pour que tout le monde soit admis sur ces lieux, c'est vraiment l'expression de la démocratie. Et je ne connais pas beaucoup de programmes qui offrent cette possibilité de parler à tout le monde. Alors maintenant, sur les Capucins,
Les Capucins, ce n'est pas une réhabilitation. Sans vous décevoir, c'est certainement une transformation, mais il y a les murs qui sont en moellon, enduit et granit, qui sont les seuls à être restés. Mais pourquoi? Parce qu'on l'aurait fait il y a 20 ans, on aurait conservé à peu près tous les éléments. On l'a fait aujourd'hui avec toutes les normes que beaucoup d'entre vous connaissent, qu'ils soient architectes ou pas. Il est impossible avec les bureaux de contrôle, avec le plomb, avec l'amiante, avec des calculs qui sont introuvables aujourd'hui par rapport à un siècle passé, de conserver des bâtiments. Donc on ne peut pas parler d'une transformation, enfin, d'une conservation. Donc c'est un bâtiment neuf qui a été reconstruit. Après on se pose la question de savoir quelle est l'écriture qu'on va employer sur ce bâtiment. Et la première des questions qu'on avait partagées avec Bruno Fortier, c'était la question des toitures, des verrières. Et on est passé vraiment par les architectes russes pour finir à, très simplement, reprendre le modèle existant et faire en sorte que le bureau de contrôle ne vienne pas nous chatouiller. Parce que ce qui était important, c'est de créer un volume. Alors, tu parlais, Francis, des mètres cubes. Oui, parce que c'est quand même une immense nef. Alors c'est une immense nef, mais il faut savoir que cette nef avait d'autres nefs parallèles. C'est-à-dire qu'il y a, si on le voit bien ici sur l'image, il y a une grande nef qui est une espèce de chambre d'écho à tous les espaces libres qui sont réalisés par Bruno Fortier sur tous les magasins, qui sont bien plus gigantesques que les 10 000 m² que nous avons mis en œuvre. Mais après, ce que nous avons fait en regardant l'histoire, c'est que nous avons retrouvé les nefs. Il y avait une nef, je vais parler avec les mains, mais je ne sais pas que vous allez saisir, la grande nef, qui est invitante par rapport à l'espace public, et en perpendiculaire, nous avons repositionné l'architecture telle qu'elle était au XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, parce que ce bâtiment a été bombardé, reconstruit pour des histoires de ponts roulants dont je vous fais grâce. Et s'il y a aujourd'hui les 5 pignons que l'on voit au regard de la ville, ces pignons-là expriment une médiathèque vue de l'autre côté de la Pinfeld. Peut-être je vais te laisser, parce que si je rentre à l'intérieur après... Non, mais on y reviendra. On va revenir à l'intérieur justement sur cette dimension ludique et autres. Je voudrais maintenant que Christophe Gauthier... Architecture, on vous a connu déjà, votre première œuvre, c'est une reconversion. On n'a pas oublié la transformation très symbolique et très importante pour la ville de Bordeaux du hangar 14. Et il se trouve que ce hangar 14 est devenu un lieu presque culte pour l'architecture et l'urbanisme, parce que c'est le lieu de la Biennale Agora, donc un événement public où précisément, là encore, on revient sur cette interaction espace public, lieu public, où est très populaire, où les gens justement... les habitants, il n'y a pas que les architectes, il n'y a pas que les étudiants d'architecture, viennent se documenter sur l'évolution justement des projets, du paysage, et j'en passe. Là, il se trouve que dans ce lieu, à la Courneuve, vous n'êtes plus dans le port de la Lune, vous êtes donc avec cet enjeu que en Seine-Saint-Denis, il y a énormément de bâtiments industriels qui ont fait l'objet d'ailleurs, comme la Cité du cinéma, de reconversions spectaculaires. La vôtre l'est moins, au sens peut-être pas aussi important que la Cité du cinéma, mais je la trouve très importante dans la justesse que vous avez trouvée de vous glisser dans ce bâtiment, d'en garder l'esprit, de tirer parti en fait, d'une architecture. Donc, comment vous avez appliqué ce scénario? On a parlé des porches, en effet, des relations au métal et autres. Tout ça, c'est les subtilités. Mais quel est déjà le concept comment vous prenez ce problème à bras-le-corps? C'est un petit peu de la même manière que le hangar 14, en fait, parce que on a considéré le bâtiment comme un site avec lequel on devait composer. Donc on s'est penché sur l'histoire de l'architecture industrielle de la Courneuve, et en ce sens, on s'est rendu compte que d'abord, sur ce territoire, il y avait énormément de patrimoine industriel
que ce patrimoine industriel, la plupart du temps, il était, et là je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure et que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'architecture durable, mais il y a 2 siècles, l'industrie a inventé l'architecture durable en fait, dans le sens qu'elle a créé des volumes qui étaient des contenants à une activité, qui répondaient à une fonction, et la plupart du temps, ils deviennent des espaces qui s'offrent à une réutilisation avec une grande facilité en fait, facilité entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a l'architecture industrielle, que ce soit le hangar 14 à Bordeaux, qui est un outil portuaire, c'était le terme qui était employé par le port autonome, ou l'usine Mécano ou Babcock qui est un peu à côté, ce sont des espaces, ce sont des spatialités qui offrent aujourd'hui une capacité de reconversion assez aisée en fait, pour n'importe quel type de programme. Et en ce sens, ce sont des architectures qui durent finalement. Et en ce sens, je trouve que la notion de durabilité et d'intelligence d'un lieu, elle prend tout son sens, et c'est ce sens-là qu'on a essayé de révéler, en justement en conservant tout ce qui nous paraissait important. Donc c'était les 5 travées, les colonnes en pierre meulière couvertes de chapiteaux de briques. Et à partir de là, on s'est dit que justement, on voulait juxtaposer et non pas superposer ou mêler quelque chose à ce qui avait été existant de manière à le révéler. C'est-à-dire que par une attitude contemporaine, j'entends par là d'aujourd'hui, on essayait de ne pas venir se fondre dans ce qui existait, mais au contraire de se placer à côté. Alors comme le programme le permettait assez aisément, puisqu'on a un pôle municipal et une médiathèque, ce sont des éléments qui sont essentiellement des espaces vides pour la médiathèque. Donc, en effet, comme dit Patrick, c'est très, très facile. C'est un plaisir pour l'architecte que de travailler sur des espaces dont on peut modeler la forme, la hauteur, les connexions, les interconnexions. Une médiathèque, c'est un espace, finalement, un programme très compliqué pour au final délivrer un espace qui doit être le plus simple possible. Et à côté, on avait un pôle municipal qui, lui, est un enchaînement de bureaux, donc finalement, des petits espaces mis les uns à côté des autres dans des boîtes, quoi. Donc finalement, la notion de venir glisser à l'intérieur d'une structure déjà définie, d'une trame et d'un squelette, des boîtes qui devenaient à leur tour des contenants de fonctions et de formes assez simples, ça nous est paru assez évident. Donc c'était un concours, et on l'a gagné parce que précisément, on était ceux qui révélaient le plus le patrimoine. Et le maire de La Courneuve avait été un ouvrier dans sa jeunesse, et il avait travaillé à côté, donc on ne le savait pas, mais il avait été sensible à cette attitude que d'autres, peut-être, les autres concurrents devaient être moins sensibles à ça. Alors, Sébastien Loiseau, donc de Basalt Architecture, le bâtiment de Moulins, alors vous êtes dans un autre processus qui n'est pas la reconversion, comme je le disais, mais la rénovation. Mais vous héritez d'un bâtiment, d'un existant, j'allais dire, assez contraignant, parce que cette géométrie des années 70, j'imagine qu'avec un nouveau programme, ça ne devait pas être spécialement facile de trouver son chemin. Comment vous avez fait ? Effectivement, on part d'un bâtiment qui est déjà une médiathèque, enfin une bibliothèque à l'époque, très exactement. Et on part avec 2 a priori, notamment de la part des élus, puisqu'on a un très gros travail avec les équipes en place de l'ancienne bibliothèque, qui est devenue médiathèque aujourd'hui. Mais effectivement, on ne partait pas d'un patrimoine, ou d'un patrimoine mal aimé en tout cas, puisque c'est un bâtiment qui doit être de mémoire de 1975, avec tout ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire des plans hexagonales, des bétons bouchardés apparents, qui au demeurant nous convenaient très bien, de la brique flammée à l'extérieur. Enfin, on avait un bâtiment très marqué, et pas très bien aimé, pas très bien intégré, parce que ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est qu'on est devant un énorme parking au cœur de Moulins, en face du conservatoire, et que les différents programmes ont été faits sans aucune cohérence urbaine d'ensemble. Chaque chose est venue se poser les unes après les autres, construction et réhabilitation comprises. Et puis le deuxième handicap auquel on a dû faire face, c'est comme on était déjà dans une bibliothèque, en fait, quand on est arrivé sur ce programme, ce qu'on nous a dit, c'est qu'en gros, il faut réaménager la médiathèque, et puis si on peut, tant qu'à faire, se mettre aux normes handicapés
Et sécurité incendie, ça sera bien, et puis ça sera bien comme ça. Donc il a fallu convaincre que le lieu avait un intérêt, puisque quand on l'a pris, il y avait quasiment pas de lumière naturelle à l'intérieur. Le rez-de-chaussée était totalement sombre. Au cœur de l'établissement, à l'époque, il y avait quelques puits de lumière qui avaient été bouchés parce qu'ils fuyaient. Et donc il a fallu convaincre que ce bâtiment était un bâtiment qu'on pouvait se réapproprier. Et que le réaménagement de ce bâtiment, c'était pas simplement changer les rayonnages et puis les réorganiser un petit peu différemment, que ça irait très bien comme ça, dans un budget qui allait avec toute l'appréhension justement d'un simple réaménagement. Donc quand on arrivait, effectivement, la première chose que nous on a eu à faire, ça a été de convaincre que même si l'architecture était difficile, enfin quand je dis difficile, c'était difficile à se réapproprier sans tout casser, sans avoir des gestes faramineux qui fait qu'on n'aurait pas pu respecter un programme assez contraint. Et puis convaincre qu'on arriverait à mettre à l'intérieur tout ce qu'on avait effectivement à placer avec toute l'ouverture dont tu parlais tout à l'heure, à savoir qu'on a un programme où on est dans un lieu où il y a beaucoup d'attentes de la part des équipes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctions, il y a beaucoup de nouvelles approches qu'elles ne savent pas forcément réécrire, contrairement à un conservatoire. Quand on fait un conservatoire, effectivement, il y a des salles de musique, un auditorium, etc. C'est assez réglé, mais sur une médiathèque, il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux espaces, on décloisonne, et il a fallu modeler tout ça avec les équipes, en partant effectivement d'un bâtiment qui n'était pas simple et d'une appréhension que le public et les élus en avaient d'un bâtiment des années 70 qui était finalement pas très intéressant. Alors, vient de dire se réapproprier un bâtiment. Justement, au Havre, moi j'ai noté que 300 000 visiteurs en un an, c'était quand même un très beau score. Donc est-ce qu'on peut dire que les Havrais se sont réappropriés ce lieu, ou bien c'est l'ensemble de l'opération qui a attiré les 300 000, ou est-ce qu'on peut dire que justement c'est l'attracteur, c'est la bibliothèque? Pour les Havrais, il est indéniable que la médiathèque est un lieu attractif et que les Havrais vont dans la médiathèque y passer du temps, pas forcément consulter des ouvrages, mais y passer du temps, se donner rendez-vous, lire le journal, etc. Moi, il y a une chose qui me fait très plaisir, c'est de savoir, par exemple, que le dimanche, maintenant que la bibliothèque est ouverte le dimanche, avec toutes ces questions d'ouverture du dimanche, ça a été nouveau aussi pour la ville du Havre et pour les bibliothécaires qui ont beaucoup participé à ce projet, c'est de savoir que les gens vont au marché qui se trouve à 50 mètres de là, parce que le site est vraiment très central, et qu'ensuite ils vont à la bibliothèque, ou alors ils passent déposer leurs enfants, ils vont au marché, ils reviennent et ils retrouvent leurs enfants dans la médiathèque. Enfin, donc je pense qu'ils se sont, moi je dirais pas réapproprier le bâtiment, mais plutôt approprier le bâtiment. Parce que le bâtiment était tellement différent au départ, puisque c'était une petite salle de spectacle où on n'avait pas de notion de l'extérieur, on n'avait pas de lumière naturelle. Quand même, la première fois que j'ai visité... dire qu'il fallait avoir son billet pour rentrer, c'est surtout ça avant. Aussi. Voilà. Aussi, et qu'une salle de spectacle, c'est comme ici, c'est-à-dire que vous ne savez pas où est le nord, le sud, s'il y a du soleil, s'il pleut, quelle heure de la journée on est, voilà. Donc c'était ça, et d'ailleurs moi j'ai le souvenir de la première visite qu'on a faite quand la scène nationale est partie, puisque c'était la scène nationale qui était installée là, est partie à déménager ses meubles et nous a grosso modo laissé le bâtiment. On l'a visité à la lampe de poche parce que l'électricité avait été coupée et donc on redécouvrait le bâtiment tout d'un coup avec des lampes torches et on se retrouvait confronté au mur béton-planche de Niemeyer qui avait été fait pour une salle de spectacle, c'est-à-dire qu'il y avait un demi-cercle qui constituait le demi-cercle de la scène, et nous, il a fallu qu'on imagine
comment on pouvait proposer une médiathèque, un lieu de vie et un parcours dans ce bâtiment-là. Et donc je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en discutant beaucoup avec les équipes de la bibliothèque pour arriver à mettre en place tous les objectifs de service de la médiathèque, mais en fonction des caractéristiques de l'espace. C'est-à-dire que là, nous, on a travaillé peut-être plus à rebours. C'est-à-dire que c'est les caractéristiques de l'espace qu'on découvrait qui ont fait que on a proposé, par exemple, de mettre l'espace musique ou l'espace cinéma sous coque, là où il n'y a pas de lumière naturelle, alors que le royaume des adolescents est devenu le pôle central dans l'atrium, sur le lieu de passage pour aller dans les autres. Il a fallu se raconter une histoire et proposer un parcours de découverte du bâtiment. Et ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, les Havrais qui vont dans le bâtiment et qui le redécouvrent, ou qui le découvrent, vont s'intéresser au bâtiment lui-même, et à Niemeyer aussi, parce qu'on a gardé quand même beaucoup de mobilier. On a gardé un peu de mobilier. Ouais. Dans la médiathèque, pas tellement. C'est la scène nationale qui a gardé le mobilier de Niemeyer. Il y a un espace quand même, comme une sorte de petit lieu d'exposition. Oui, qu'on a voulu au départ. Qui est un peu petit. On espérait avoir des fauteuils Niemeyer qui existaient à l'époque, avant la restructuration. C'est la scène nationale qui a récupéré les fauteuils. Donc on a mis des fauteuils comment dire, qui correspondent à l'époque de la conception du bâtiment. Et voilà, donc je pense que vraiment je sais que ce bâtiment est même visité par des gens qui n'habitent pas le Havre. Donc apparemment, la médiathèque est devenue encore autre chose qu'une médiathèque. C'est-à-dire que c'est un lieu de visite et de promenade et de découverte de l'architecture aussi. Donc je pense qu'au départ, le directeur de la bibliothèque, il me semble que pour l'ouverture, il avait proposé une exposition avec des dessins de Niemeyer, etc., justement dans ce petit salon qu'on a appelé le salon Niemeyer. Tout s'appelle Niemeyer là-bas. Donc, qu'on a appelé... voilà. Mais c'est pas Perret. J'espère que je pense... Ah oui, mais là, alors... On est chez Niemeyer. Oui. Voilà. Et on a fait... Alors, il a fallu quand même qu'on prenne des décisions par rapport au bâtiment qui était quand même bien dégradé, qui fonctionnait mal. Et on a, d'un point de vue urbain, par exemple, on a fait une chose que je sais que ça a choqué certaines personnes qui sont assez puristes des œuvres de Niemeyer, mais par exemple la rampe qui va de la place haute à la place basse, qui a été faite pour aller de la ville à l'ancienne salle de spectacle, avait un sens par rapport à l'entrée de l'ancienne salle de spectacle. Or, là, avec le réaménagement de l'ensemble du site, où on a essayé de regrouper les trois entrées des trois fonctionnalités de ce site, la rampe n'avait plus ne marchait plus. Elle marchait dans le sens inverse. Donc on a reproduit la rampe, mais dans l'autre sens. Et après coup, on a découvert un dessin de Niemeyer il l'avait envisagé au départ dans ce sens-là aussi. Donc voilà. Vous l'avez exposé, ce dessin ? C'était pas un crime de lèse-majesté. Ce dessin, voilà. Vous l'avez exposé dans le bâtiment ? Parce que c'est bien de faire la pédagogie sur le projet. Oui. Et je pense que les bibliothécaires se sont emparés quand même de ce nouveau bâtiment en faisant, il me semble, de la pédagogie et de l'information sur l'architecture du bâtiment. Donc, Alors Patrick, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'espace ludique. Ça m'a frappé. C'est-à-dire comment, d'habitude, une bibliothèque, c'est quelque chose qu'on voit à la bibliothèque de Scharoun à Berlin et tout, c'est des espaces où il y a même des anges qui passent dans les films de Wenders et autres. Donc comment, là, d'un seul coup, on joue sur une autre dimension ludique ? Comment vous introduisez ce concept
ludique dans une... j'ai bien compris que c'était plus qu'une bibliothèque, c'est une médiathèque, mais quand même, la question est assez importante. L'enjeu, c'était, mais je crois qu'on tait ce mot aujourd'hui, le troisième lieu, parce qu'il a hérité, parce qu'il était trop employé, c'était celui-ci, et le concours, c'était 10 pages, sans un dessin, il fallait nommer les choses. C'était un exercice assez étonnant que j'ai jamais fait, d'ailleurs, enfin que j'ai fait qu'une fois. Je vais répondre à ta première question parce que j'ai pas bien répondu. Le grand volume, et ça associe la seconde question. Le grand volume, enfin pour faire un lieu de cette importance, c'est-à-dire 10 000 m² au sol, et forcément il faut s'élever pour essayer de remplir le programme, tenter de remplir le programme. La première chose à faire, et ça peut décevoir, hein, mais c'est de regarder le règlement de sécurité. Parce que en France, évidemment, en Allemagne c'est différent, donc c'est différent. Mais justement, tu viens de parler de Scharoun. Moi, j'avais été, enfin, c'est certainement pour moi la plus belle bibliothèque, c'est celle qui est à côté du Philharmonie de Scharoun à Berlin, et qu'on voit, pour ceux qui l'ont pas vu et qui ont vu le film de Wenders, c'est là où sont les anges, évidemment. Et ce qui est magnifique, c'est la fluidité des lieux. C'est géant, c'est grand. Et si Wenders en a fait un lieu pour filmer, il savait ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas construire Scharoun, évidemment, puisque des règlements de sécurité viendraient nous encombrer. Alors, il y avait la possibilité de pouvoir se glisser, enfin, la volonté qu'on avait avec Annie Lebot, qui est tout au fond là, c'était de se dire qu'il ne fallait jamais pousser une porte et qu'on pouvait bénéficier non pas des 10 000 m², mais de 7 000 m² pour le public. Le public pouvait aller partout, et il y avait une astuce, c'est très simple, hein, pour ceux qui la visiteront, c'est qu'on ne peut pas mettre plus de 2 niveaux en communication. Et donc, on a un rez-de-chaussée, un premier étage. Mais entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y a une mezzanine. Et parce qu'il y a une mezzanine, il y a un très haut premier étage, et il y a un espace coupé. Et cet espace coupé fait qu'il y a on comprime d'autres espaces. Et c'est un jeu qui est... je crois qu'on le vit quand on circule dans les volumes. C'est un jeu qui est composé d'espaces comprimés, d'espaces ouverts, de perspectives. Et... n'en soyez pas déçus, hein, mais c'est le livre de la sécurité qui nous a offert cette opportunité. Alors je ne dirais pas que nous avons démissionné de toute fonction d'architecture, mais le génie d'un lieu, il faut le percevoir immédiatement. Alors c'est vrai qu'on est un peu formé à ça, c'est une vie, hein, je pense, ça prend du temps. Mais tu parlais de Libération. Libération, il y a 9 plateaux qui communiquaient et où jamais aussi on poussait une porte. Donc, on peut toujours avoir envie et là, je parle de réhabilitation, hein, je voudrais parler un tout petit peu de livre. On peut toujours avoir envie de faire une belle leçon d'architecture dans un lieu, mais si jamais elle n'est pas régulée au départ par quelques règles, on peut complètement se planter. Et puis je voulais aussi dire autre chose, puisqu'il y a dans cette salle beaucoup de conservateurs, d'utilisateurs. C'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est un exercice formidable pour un architecte de pouvoir travailler sur des lieux comme ça, un lieu de liberté. Il faut dire aussi que les conservateurs, les utilisateurs, enfin les gens qui font avec nous le collégial que nous formons, est essentiel parce que ça évolue à tout moment. C'est une mise en place qui se développe. C'est comme s'il y avait un espèce de corps étranger qui arrive dans un bâtiment, il est mobile, un grand serpent, et qui va à un moment trouver sa place. Parce que nous, on saura dire qu'il ne faut jamais pousser une porte, et les gens avec qui on travaille, pas pour qui, avec qui on travaille, sauront nous imposer quelques vérités qui sont parfois oubliées par les architectes. Voilà, Patrick, si tu me permets, tu n'as pas totalement répondu sur le ludique. Alors, le ludique. C'est un mot que tu as toi-même lâché, c'est pas moi qui interprète. Je réponds jamais à des questions. Alors, c'est comme si c'était un assemblage de scénettes de lieux de vie qui sont juxtaposés les uns aux autres. Françoise en parlait bien.
ça n'est pas que des bouquins, évidemment, c'est pas que du numérique, mais ce sont des ambiances, des acoustiques, des lumières, des couleurs qui font que c'est comme si on juxtaposait des scénettes de théâtre. C'est comme si les 5 actes pouvaient être joués d'une manière simultanée. Et ça c'est un savoir-faire d'architecte. Et puis, on n'est pas seul. Enfin, on sait bien travailler la lumière et la couleur, mais on fait appel à des graphistes. Donc, je ne sais pas si j'y réponds, mais c'est le côté ludique, c'est comme si c'était un grand manège. En fait, ça pourrait ressembler à un grand magasin de soir de Noël, où on se lâche dans le magasin et on est capable d'avoir des univers différents, de passer à l'un à l'autre, et c'est gratuit. Et ça c'est un... Alors si, là, je le revendique. Là, c'est vraiment le travail d'architecte. Parce qu'on a l'impression que dans vos 2 projets, il y a justement pas mal de micro-séquences comme ça, où ici, vous avez parlé du coin des ados, tout de suite, vous l'avez typifié, on voit bien. Et donc, et chez toi, dans cette grande nef, on voit bien qu'il y a aussi des séquences où on peut s'asseoir différemment, on peut être vu, voir et être vu, il y a toutes ces notions. Oui, alors, pardon François, non, mais juste pour finir sur ce qu'on appelle les grands meubles, là, les grandes créatures, il y a 3. Au début, on s'était planté, c'est-à-dire qu'on restait vraiment au niveau du sol, assez classiquement. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Hein. Et puis, je sais pas, c'est un retour de Brest. On se dit, on se trompe, et comme on avait pratiquement 15 mètres de hauteur, enfin, on a des hauteurs qui sont plus importantes que celle-ci, on s'est dit que c'était impossible de rester au sol, il fallait s'élever. Et à partir du moment où on s'élève, donc ça devient extrêmement ludique, parce que c'est un jeu où sont aujourd'hui les adolescents en train de s'amuser. Évidemment, et ces trois petits monstres sympathiques nous ont surpris dans la manière dont ils étaient pris après par tout le monde. Tu parlais de l'usage, c'est évident, à un moment ça nous dépasse. Et c'est dans ce sens-là que c'est formidable. Et le jour de l'ouverture, non pas officielle, mais au public, c'était, enfin le mot qu'on entendait un peu partout, c'était cadeau. Voilà où est notre place. Pour le reste, c'est les pompiers qui nous ont aidés à faire les 7000 mètres carrés sans pousser de porte. Oui, j'allais juste ajouter que nous, dans notre cas, ce sont les caractéristiques du bâtiment, avec ses qualités, ses défauts, qui nous ont obligés à penser la bibliothèque avec des espaces scénographiés différemment selon le pôle documentaire, selon le public auquel on s'adresse, etc. Ce qui fait que je me rappelle que les bibliothécaires insistaient beaucoup au début sur la différenciation des ambiances, etc. Et je me rappelle qu'il a fallu, parce que c'était très difficile d'imaginer ce bâtiment, les images ne contribuaient pas tellement à clarifier le bâtiment, parce qu'un bâtiment rond à rendre en perspective, c'est pas idéal. Il n'y a pas de point de fuite, il y a très peu de notions de distance. On tourne en rond en fait. Et donc les bibliothécaires avaient du mal à imaginer ce que ça pouvait devenir, mais je n'arrêtais pas de leur dire que c'était le bâtiment lui-même avec ses différents... De toute manière, il y avait différents espaces qui se créaient d'emblée, avec la structure en béton brut et en béton planche, avec cette coque incurvée et ronde. Donc on avait les espaces sous coque qui étaient sans lumière naturelle et assez bas, et on a créé cet atrium dans la partie qui était la salle de spectacle, en fait, où il y avait la grande hauteur. Donc les espaces, finalement, nous ont été un peu proposés, je dirais. Après, à nous, architectes, d'en tirer parti et d'arriver à proposer quelque chose qui prend tout son sens dans la vie du bâtiment, dans un parcours de découverte du bâtiment et de vie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Brest ou la Courneuve, vous jouez avec la grande hauteur, tandis que à Moulins, là, c'est une autre affaire, parce que c'est le contraire. Il va falloir, et justement pour essayer sur la dimension ludique, on a l'impression que vous allez jouer sur le mobilier, puisqu'on a bien vu que ça a été très bien montré tout à l'heure dans la présentation des projets, comment on pouvait même se coucher pour lire, hein,
situations qui ne sont pas forcément, j'allais dire, scolaires ou habituelles. C'est ça qui est assez intéressant dans votre approche, non? Alors effectivement, à Moulins, il y avait très peu de hauteur sous plafond. Alors il faut croire que c'était la caractéristique de l'époque des médiathèques, puisque on avait travaillé quelques années auparavant sur celle d'Aurillac, qui avait exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire un rez-de-chaussée où on avait de mémoire 2,70 m sous plafond. Peut-être les normes. À Aurillac, il y avait des magasins, ce qui explique qu'effectivement, en fait, la médiathèque était complètement opaque au rez-de-chaussée. Il fallait monter dans les étages pour accéder aux espaces publics. Et donc, dans l'espace urbain, on se trouvait confronté à un mur. À Moulins, c'était un petit peu ça aussi, dans la mesure où, à la base, dans cette bibliothèque, il y avait une sorte de forum au centre qui n'a jamais réellement marché, qui du coup s'est fait réapproprier par les associations locales. Et il y a eu un espèce de mélange qui fait que quand la bibliothèque existait, quand nous on l'a visitée, il fallait parcourir une trentaine de mètres dans le bâtiment pour aller chercher l'entrée de la bibliothèque. Et puis en fait, on passait un ensemble qui était totalement noir parce que pas de lumière et parce que des plafonds très bas. Là aussi, il a fallu qu'on essaie de tirer parti des caractéristiques du bâtiment, savoir aller chercher la lumière sur la périphérie du bâtiment, puisqu'en plus on ne pouvait pas amener la lumière par le dessus, puisqu'on avait un étage qui existait et que par ailleurs on était très déficitaire en surface disponible. Il n'y avait aucune extension de prévue, donc il a fallu trouver une astuce. L'astuce était dictée par la morphologie des hexagones qui forment ce bâtiment, à savoir, on était chercher la lumière en façade, et puis au milieu où c'était tout noir, on a mis tous les locaux qui n'avaient pas besoin de lumière naturelle, et on a organisé tout le programme de cette façon-là, avec le clin d'œil fonctionnel qui fait qu'effectivement, par rapport à la configuration d'origine de cette bibliothèque, on retrouve aujourd'hui à Moulins un ensemble de dispositifs, que ce soit un auditorium, de la musique, il y a pas mal de choses qui tournent autour de la bibliothèque, qui ont été réintégrées dans le programme et qui, pour le coup, aujourd'hui fonctionnent. Ils ne fonctionnent plus comme un forum, ils fonctionnent autour de l'espace central sur lequel, effectivement, finalement, on a décidé de tout laisser apparent, de laisser les poutres apparentes, de tout blanchir, et ensuite de composer avec les deux typologies de mobilier, à savoir le mobilier qu'on peut dessiner nous, les grands meubles qui forment des pôles à l'intérieur du bâtiment, et le mobilier, on va dire, du commerce qui, effectivement, sur roulette, avec toutes les évolutions qu'on a pu connaître, et qui fait qu'on arrive à se balader et à repérer les espaces et les typologies d'espaces sans nécessairement effectivement différencier, parce que l'approche était la même chez nous. Quand on a discuté avec les équipes au début, effectivement, il y a un pôle jeunesse, donc le pôle jeunesse, il faut qu'on voit que ce soit le pôle jeunesse, le pôle adulte, il faut qu'on voit que ce soit le pôle adulte, etc. etc. Puis en discutant et puis en travaillant avec eux beaucoup, finalement, on s'est tous convaincus que même si l'espace global était homogène, on arriverait à identifier des lieux, des petits coins, des endroits pour lire ou pour faire autre chose, autrement qu'en différenciant avec des sols, des couleurs, des plafonds, etc. Et finalement, du coup, en adoptant ce principe-là, la faiblesse de hauteur a disparu, on a eu un espace complètement ouvert, et c'est effectivement le mobilier qui est venu partitionner l'espace. Alors Christophe Gauthier, vous qui travaillez beaucoup sur la mémoire du lieu, on voit bien votre bâtiment, il cherche justement à ne pas faire oublier tous les gens qui ont travaillé, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Comment vous réglez justement l'arrivée à la fois de cette appétence pour le ludique, puis le numérique dont on n'a pas trop parlé là déjà entre nous, mais quand même, parce que c'est quelque chose qui va venir s'inviter d'une manière extrêmement forte et donc qui va obligatoirement impacter sur les lieux. Comment vous créez cette traduction ou ces transitions? On est, dans un lieu qui est très géométrique et on n'a pas de situation architecturale sur laquelle on peut s'appuyer, justement, comme au Havre, où on peut, ou comme ici, où on peut profiter d'un défaut pour en faire un élément programmatique
qui va se différencier par rapport aux autres espaces. Et je pense que malgré tout, les médiathèques sont peut-être les premiers programmes depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, dans lesquels on va fabriquer des situations de la vie quotidienne, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, parce que pour faire sortir, pour démystifier le savoir, en fait, c'est un peu ça, je pense, qui était la démarche vers laquelle on est tous allés, c'est-à-dire pour rendre accessible le savoir, il faut faire en sorte que le savoir ne soit plus une condition réservée et dans une situation donnée, mais que ce soit une condition qui puisse s'apprécier dans toutes les conditions, dans toutes les situations de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se cultiver en étant assis, on peut se cultiver en étant à plat ventre, on peut se cultiver dans un grand volume, dans une petite salle, etc. Donc c'est ce qui a aidé à ce que les médiathèques puissent se diversifier dans leur à la fois dans leur offre, qui est venue s'alimenter par les médias qui se sont diversifiés, et à la fois dans les espaces qu'elles offrent, de manière à ce que ça puisse toucher le plus grand nombre. Et je trouve qu'en fait, les médiathèques ont été nourries d'une vraie démocratisation depuis une trentaine d'années. Alors nous, dans notre cas, bon, on a ça aussi, on a cette différenciation de programme avec l'espace des jeunes, l'espace pour les ordinateurs, pour écouter de la musique, il y a des petites bulles, etc. Par contre, on a un volume qui ne se différencie pas d'une manière aussi forte, puisqu'on est sur des plateaux, pour des questions techniques et des questions d'architecture, on est sur des plateaux qui pourraient se renverser demain, en fait. On a le contraire, c'est-à-dire il pourrait y avoir une inversion d'usage d'un plateau à l'autre. Du coup, on a prolonger l'idée que ce bâtiment était réversible, y compris dans les usages de la médiathèque. Alors bien sûr, il y a un auditorium, il y a quelques endroits comme ça qui sont un petit peu rigides et plus difficiles à modeler. En revanche, tous les autres espaces peuvent se transformer, soit se dilater plus parce qu'il y a une plus forte demande, ou au contraire se resserrer. Ensuite, je voulais juste revenir par rapport à l'aspect urbain, parce que finalement, quand on a disposé les volumes dans ce bâtiment existant, on s'est aperçu qu'il avait une réelle évidence à être traversé. Et comme les médiathèques, les bibliothèques sont des lieux qui sont des phénomènes aspirants par rapport au quartier, c'est-à-dire que ce sont des lieux que les gens vont traverser, simplement traverser, ou bien ils vont y passer juste pour voir comment est le lieu, ou y rester plus longuement. Donc ce sont des lieux qui sont de véritables aspirateurs publics, on va dire, enfin je sais pas, ou attracteurs publics. Et donc on a fait en sorte que le bâtiment puisse être traversé d'une face nord à une face sud, d'un espace parvis un peu solennel à un derrière un peu plus ouvert sur des logements sociaux. Et en fait, ça continuait à révéler un petit peu la logique de cette entreprise qui avait également fonctionné avec des ponts roulants sur les deux frontons que l'on voit. C'était des salles où les ponts roulants faisaient ce mouvement finalement du nord au sud. Et il y a eu comme une forme d'évidence à ce que ça puisse à nouveau être parcouru de cette manière, mais cette fois-ci par le public et par la traversée urbaine. Alors avant d'ouvrir les questions à la salle, je voudrais vous demander, vous tous architectes, vous répondez à beaucoup de concours, et donc aussi sur des nouveaux programmes qu'on va bientôt voir sortir. Et il y en a un qui est en train de monter en régime, si je puis dire, c'est le Learning Center. Alors évidemment, c'est lié toujours à une université, d'accord, mais on a vu par exemple de l'université d'Assas comment Alain Sarfati a transformé la bibliothèque de Le Maresquier d'une autre manière et de réinstaller une autre vie au cœur d'une grande université. Donc est-ce que là aussi on voit bien que les usages bougent, que tout bouge en ce moment et que l'usage là devient le maître mot d'une question que peut-être que Sharoun ne s'est pas forcément posée parce qu'à l'époque une bibliothèque ça avait un statut particulier qui est en train d'évoluer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évolution et comment vous gérez ça ? Oui, j'ai été amenée à réfléchir à ce type de programme. Les bibliothèques universitaires se transforment actuellement en learning center. Il faut dire que là aussi, on revient à ce que j'appelle un lieu de vie, moi. C'est-à-dire que ça devient un lieu de vie pour les étudiants sur un campus ou dans une université,
Tout simplement, c'est-à-dire que les étudiants ont besoin de places de travail, de tables, de chaises et de connexions électriques pour recharger leur portable, et de petites salles de travail en groupe, parce que de plus en plus, la pédagogie va dans le sens du travail partagé, en groupe, du coworking, etc., etc. Et donc, il y a une forte demande là-dessus, parce que la plupart du temps, les étudiants ne savent pas où travailler. Nous, on vient de livrer l'extension de la bibliothèque de lettres à Villetaneuse. Là, je suis associée avec Bernard Ropas, et on voit les étudiants arriver en masse dans cette nouvelle bibliothèque. C'est quand même 850 places assises. Et encore, c'était un programme d'il y a 15 ans, je pense, puisqu'on a gagné le concours il y a 5 ans. Donc, c'était pas encore un learning center. Mais au fur et à mesure du programme, on nous a demandé de plus en plus de salles de travail en groupe. Et un learning center, théoriquement, c'est le lieu central de l'université où on doit pouvoir, entre les cours, passer sa journée, travailler, boire un café, rencontrer les autres, etc. Mais pour l'instant, à mon avis, de ce que je vois des learning centers, c'est que ce sont les bibliothèques universitaires qui se sont emparées de cette question-là, et à juste titre et à raison. Mais au départ, le concept de learning center est plutôt un concept de mutualisation et de fédération autour d'un lieu. Ça doit être un lieu fédérateur de l'ensemble de l'université. Et ce que je remarque, c'est que le corps enseignant, pour l'instant, et l'administration, la présidence, etc., la plupart du temps dans les universités, n'a pas encore pris la juste mesure, à mon avis, de l'impact de ce type d'établissement au sein de l'université. En tout cas, à Lausanne, ils l'ont bien compris avec un bâtiment magnifique de Sana qui est un attracteur au sein de l'EPFL. Mais alors, on nous dit toujours, nous donne toujours l'exemple de Lausanne où si vous y allez, vous voyez que vous avez un restaurant, vous avez un bar, vous avez une banque, vous avez des lieux de réunion, vous avez un auditorium et vous avez la bibliothèque. C'est-à-dire que la bibliothèque fait partie du Learning Center. Alors qu'en France, on a retourné la chose, c'est-à-dire que ce sont les bibliothèques qui deviennent des learning centers, et alors qu'elles n'ont pas vocation à faire café, les bibliothèques. Non, mais voyez Donc il y a un petit... Mais parce qu'en France, je pense il n'y a que les bibliothèques qui sont arrivées à faire que l'impulsion puisse être donnée. Ouais, parce qu'on joue un peu sur les mots, bibliothèque, médiathèque, on voit bien que tout s'élargit, et donc là c'est pour ça que je me permettais de faire, sache qu'une incursion dans le domaine universitaire avec Learning Center, tout est en train de la vie de la ville vient au cœur. C'est ça, nous on a eu le cas en fait très pratique sur un chantier qu'on vient de débuter. Alors on a travaillé sur des Learning Centers à Sceaux. Qui est donc une ville assez petite en taille, mais qui a 10 000 étudiants sur son territoire. Et donc, en fait, la bibliothèque est essentiellement fréquentée par des étudiants. Alors, certes, par les habitants également, mais il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet, effectivement, on a tout un tas de problématiques qui sont apparues, qui vont, on va dire, au-delà des problématiques classiques de dématérialisation, de points d'accès qu'on peut avoir sur les médiathèques sur lesquelles on a pu travailler. Et il a fallu intégrer une sorte de learning center dans la bibliothèque qui elle-même effectivement a un point boisson, etc. Des endroits où finalement les étudiants ne viennent pas forcément consulter des livres, mais ils viennent uniquement travailler. Finalement, ils font du coworking parce qu'ils sont 10 autour d'une table et il leur faut une salle pour ça. Donc du coup, les salles d'études, quand on en avait 3 ou 4 dans une bibliothèque, dans les médiathèques, on a essayé de n'en avoir qu'une seule parce qu'on privilégiait l'échange entre les gens. Et puis là, quand les étudiants reviennent, finalement, il faut repartitionner parce qu'il faut les intégrer là-dedans. Donc ça évolue, mais moi j'ai plus l'impression effectivement que ça évolue en ping-pong, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose. Parfois on le trouve et finalement on revient en arrière parce qu'on se rend compte que ça marchait pas si bien que ça.
Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les médiathèques, et je pense que c'est la chance qu'on a sur ces programmes-là, c'est que je pense que, mais ça c'est ma conviction personnelle, c'est que je pense que les conservateurs, les bibliothécaires qui travaillent avec nous partent quasiment de la même page blanche que nous. C'est-à-dire que la façon dont on va appréhender les espaces, soit qui existent déjà, soit qu'on va dessiner, on est quasiment je ne vais pas dire au même niveau d'information, mais je prenais l'exemple du conservatoire tout à l'heure. Un directeur de conservatoire, il connaît il peut quantifier ses salles, ses machins et tout ça, ce qu'on ne peut pas faire, ou ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire sur une médiathèque. Et donc, on part quasiment du même pied d'égalité. C'est assez agréable parce qu'on déroule le projet en même temps. Bien. Y aurait-il des questions à nos invités, architectes ? J'avais une question concernant la manière de fabriquer le programme de ces nouveaux lieux et l'interaction qu'il pouvait y avoir entre la maîtrise d'œuvre et l'équipe dirigeante ou les programmistes du projet. J'ai remarqué sur une concertation de maîtrise d'œuvre récemment où le programmiste travaille dans son coin, fait le programme. Ensuite, la consultation de maîtrise d'œuvre est lancée, et seulement après que l'architecte soit nommé, il y a une sorte de collectif de préfiguration qui se met en place, qui réunit des bibliothécaires, qui réunit pas mal de personnes, et qui trouve le lien aussi avec le quartier, parce que l'attachement au territoire sur ces troisièmes lieux, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, comment se fait, comment est-ce que, c'est peut-être une question un peu vaste, mais comment avez-vous vécu ce lien avec le territoire et la possibilité d'aller-retour ou la possibilité de co-construction ou de travail ensemble avec les différents acteurs, aussi bien professionnels que issus du territoire local? Alors la Courneuve peut-être peut être un bon élément de réponse par rapport à ça. Pour répondre sur la première remarque qui concerne le programme, on est face à une situation très paradoxale généralement par rapport au programme. C'est-à-dire que les programmes sont un héritage, on va dire, contractuel d'une façon de poser des éléments qui vont nous être opposés et auxquels on doit répondre. Et donc ça se traduit en surface, en proximité d'espace, et ça reste encore pour la plupart un petit peu en deçà de ce que le potentiel d'un projet peut offrir et de ce que aujourd'hui, dans tous les programmes, on cherche à faire, dans tous les projets, on cherche à faire. On cherche toujours à dépasser, parce qu'on le voit bien sur une médiathèque, on va insuffler de nouveaux usages, parce que précisément, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui, et c'est sur quoi les programmes sont un peu en retard, en fait, dans la façon de décloisonner les usages et dans la façon de rendre possible de nouveaux usages. Et ça, on le trouve dans à peu près tous les programmes, y compris quand on travaille sur des logements et qu'on se pose la question de savoir si l'idée ici, c'est de répondre à une typologie de logement ou au contraire de fabriquer des situations, de rendre possible des situations où les gens vont plus se croiser, avoir envie de vivre autrement, avoir envie de regarder autrement là où ils habitent et avoir envie de regarder autrement depuis là où ils habitent, la ville dans laquelle ils habitent. Donc le programme, c'est toujours un élément qui est une base sur laquelle on va travailler, mais c'est rarement un élément qui donne une pleine satisfaction de ce qu'on va chercher à faire. Ensuite, le rapport avec la maîtrise d'ouvrage, c'est ce que je comprends, ou l'équipe qui va être après qu'on ait avec la gagné maîtrise le concours. d'usage, je dirais plus, oui, c'est ça, avec la maîtrise d'usage et avec le local, puisque Alors, troisième lieu, c'est deux quand choses même différentes. lié Parce que, en premier lieu apparaît le maître d'ouvrage, qui est donc la personne avec laquelle on a un contrat. Peu de temps après, alors dans l'idéal ce serait assez vite après, souvent ça se situe pas tout de suite après, apparaît l'usager. Et en l'occurrence, ça va être le directeur de la médiathèque, le responsable des services techniques de la ville qui va regarder comment fonctionnent les bureaux, voir les différents responsables de pôle, de chaque pôle. Et forcément, il peut y avoir, et en l'occurrence, nous, ça nous est arrivé, un regard différent que portera le maître d'ouvrage, donc qui est
le lien contractuel que l'on a, et l'usager qui, lui, va souhaiter que soient un petit peu revues les choses. Et souvent, cet usager, finalement, fait preuve d'un peu plus de liberté, de décloisonnement que le maître d'ouvrage qui cherche et qui se trouve un petit peu entre deux chaises. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage a recueilli préalablement les demandes des usagers pour qu'elles soient traduites dans un programme, et désormais il considère que c'est cet élément qu'il faut défendre. Alors que l'usager peut-être a évolué entre-temps, etc. Donc on a toujours un petit moment de glissement, et on finit par trouver un intermédiaire et un compromis qui on l'espère, en l'occurrence à la Courneuve, ça a été le cas. C'est-à-dire que les usagers, enfin la directrice de la médiathèque, une personne adorable par ailleurs, nous a quand même fait refaire pendant le chantier à peu près 15% des surfaces qui ne satisfaisaient pas l'usage tel dans lequel elle se projetait en fait depuis le début. On a compris que ces demandes n'avaient peut-être pas été très bien relayées lors de la mise en place du programme. Peut-être n'avaient-elles pas elles-mêmes suffisamment suivi ou compris ce que traduisait un programme. Donc voilà, mais on a pu le résoudre, ça coûte un peu d'argent, ça fait s'arrêter un chantier, mais de notre côté, c'est nécessaire de le faire, et il est nécessaire de faire se rencontrer et de faire se confronter l'ensemble des utilisateurs, quand ensuite viennent les utilisateurs réels, c'est-à-dire le public. Bon, mais en l'occurrence, ça finit toujours par donner quand même une forme de résultat dont on espère qu'il donne satisfaction. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose sur le programme ? Juste un mot sur le programme. Dans le cas de la transformation d'un bâtiment existant, en l'occurrence au Havre, on a eu un programme qui était assez théorique, je dois dire. Il n'y avait pas eu d'étude de faisabilité faite sur le bâtiment. Et donc, comme c'était assez théorique, ça nous a demandé beaucoup plus de travail à nous, architectes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre le programme tel qu'il était présenté avec ses objectifs. Ça définit des objectifs, il faut le prendre comme ça, mais après, il faut tester en réalité dans le bâtiment. Et donc, nous, on a eu toute une phase d'état des lieux, de faisabilité, et c'est là qu'on a proposé, par exemple, que l'entrée de la médiathèque ne se fasse pas là où tout le monde l'avait imaginé. C'est-à-dire que tout le monde avait imaginé l'entrée de la médiathèque là où on entrait dans l'ancienne salle de spectacle. C'est-à-dire qu'on partait d'un existant et on reproduisait l'existant alors que la fonctionnalité n'était pas la même. Et tout notre travail a consisté justement à défendre cette réflexion sur le programme en fonction du bâtiment qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des tests à faire de surface, d'organisation des choses, de parcours dans le bâtiment, de synthèse sur tout le bâtiment. Donc ça demande un gros travail au départ. Si vous connaissez les phases de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire entre l'esquisse et l'APS, énorme, et où on remet en cause parfois des choses qui sont présentées dans le programme, et ce qui fait qu'il faut être encore plus assidu pour convaincre tout le monde qu'on va dans le bon sens, et que nous, on propose quelque chose qui va dans le bon sens en fonction du bâtiment qu'on a à aménager. Autre question ? Monsieur ? Bonjour. Moi, je suis du côté du maître d'ouvrage, on va dire, puisque je suis un élu d'une petite commune de Seine-et-Marne. On est sur un projet de construction de médiathèque, et on se doit donc d'être visionnaire pour les prochaines années. Visionnaire, on ne l'est pas forcément. Donc, j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur vous avez évoqué les différentes fonctionnalités des médiathèques un petit peu actuelles ou up-to-date, on va dire, mais quelle est votre vision sur celle de demain? Quelles nouvelles fonctionnalités il faudra intégrer? Quel nouveau défi il faudra relever pour les 20 prochaines années, on va dire, quoi. Alors, on sent que la question, elle est sur l'anticipation des usages, là, qui est quand même la question vraiment qui est posée à tous les architectes dans la vie contemporaine, mais précisément dans ce domaine. Patrick. Vous posez la question des architectes, mais encore une fois, on est une pièce qui arrive à retardement, sauf si on était votre conseil.
Parce que, je prends l'exemple de Brest, Brest c'est une question de territoire, c'est des élus, enfin une majorité qui tient la ville depuis un moment et qui prend ce pari extrêmement gonflé de dire on va aller prendre la place imprenable et ils emmènent un tramway, un téléphérique. L'architecte n'existe pas. Il y a eu d'abord un concours d'urbanistes. Et après, on va dire que c'est le quartier de recouvrance, qu'il va y avoir des logements. On va créer des logements ici. La médiathèque n'existe pas, l'architecte n'existe pas. On va même imaginer que c'est l'école des beaux-arts. Puis un jour, ça va devenir la médiathèque. Donc vous voyez, dans la projection politique, économique, c'est qu'un élu, il sait très bien qu'il peut avoir, je me trompe peut-être, Marc Charmin est dans la salle, mais 40% de subventions. Le ministère de la Culture va donner, la directrice est là. Bon, non, je me trompe peut-être, enfin ça a été un... C'est à peu près la moyenne. Donc l'architecte n'existe toujours pas. Et puis, s'il faut compléter, il ira sur les fonds FEDER. C'est-à-dire que nous, en tant que visionnaires, nous ne sommes pas présents encore. Alors après, mettre en place des dispositifs de demain, c'est-à-dire anticiper, il y a le concours d'architecture, il y en a qui le gagnent, il y en a qui le perdent, peut-être celui qui a perdu avait une vision différente, etc. Et alors, se met en place la synergie de ce que j'appelle le collégial, et qui peut, comme ça a été dit, tout retourner, pratiquement tout retourner. Sauf que le prix, il a été donné, et il est incorrigible, le prix. Et si on s'est planté dans le prix, c'est pas bon. Par contre, ce qui peut avoir été fait, c'est que le ministère de la Culture ait aidé à ce qu'il y ait une vision totale, et je pense qu'on l'a tous eu, c'est-à-dire d'avoir un construit, ou une réhabilitation, se préoccuper, c'est tous nos outils du mobilier, de la signalétique, et dans ce cas-là, nous, notre force, elle est là. Mais je voudrais surtout vous dire, c'est qu'on arrive de manière un peu retardée. Donc l'idéal, ce serait qu'on soit des murges et qu'on soit avec vous au départ et à la fin. Mais ça ne marche pas que des marchés publics. Je ne vous ai pas complètement répondu aussi. Malgré tout, vous êtes intervenu sur des bâtiments existants qui avaient donc un autre usage auparavant. Et quelle est la part que vous avez consacrée à faire que ce lieu puisse, comme l'a dit M. Gauthier à un moment, puisse se dilater et voire peut-être même changer d'usage? Est-ce qu'on y pense quand on conçoit l'espace? Je vais laisser Christophe, mais ils ont déjà tous changé d'histoire. C'est-à-dire que nous, quand on intervient, ils changent. Enfin, l'idéal en construction, si jamais vous construisez, ce serait de faire pour moi, enfin, je prends le risque de vous le dire, un bâtiment générique qui est capable, un peu comme le 14, là, qui est capable de pouvoir tout digérer. C'est-à-dire que faut-il qu'il y ait des façades héroïques? Faut-il que ce soit extrêmement spectaculaire? J'en suis pas certain, puisque comme tout va extrêmement vite, on a plutôt intérêt, mais ça vaut pour le logement, les activités, la culture, à avoir des bâtiments génériques qui sont capables de se métamorphoser en permanence. Et ça, c'est peut-être, si vous me demandiez conseil, monsieur, je vous dirais de tenter un programme dans ce sens-là. Je pense, enfin, je suis moi assez sensible à ce que le passé nous enseigne, en fait. Même si je suis résolument contemporain dans mes goûts, dans là où j'habite, par exemple. Bon, mais je suis par contre extrêmement sensible à l'idée que il est important de ne pas se laisser, comment dire, berner par des néologismes qui parfois sont des choses qui existent dans le passé. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de certains thèmes, certains concepts, ils existent déjà dans le passé. Si on les regarde un peu mieux, en ne voulant pas croire qu'aujourd'hui on invente quelque chose qui n'existe pas, on ne fait jamais que traduire en millimètres une petite inflexion de notre façon de vivre, alors qu'on a un exemple très épais de l'histoire et on va puiser, on va comprendre mieux. On peut comprendre très bien ce qui se passe aujourd'hui, et ça peut-être, ça répond un petit peu à monsieur, c'est-à-dire que moi je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, on est dans une façon, pour nous architectes, on vit une forme de paradoxe. D'un côté, on doit livrer des bâtiments qui sont exactement ce que demande le programme, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus de... Voilà, on doit répondre, quand on fait des logements, la loi elle est extrêmement sévère sur les surfaces, etc. Et pourtant, moi j'ai énormément d'amis qui ne sont pas architectes et dont le plaisir a été d'acheter une boulangerie et de transformer cette boulangerie en logement. Donc on est sur une situation où vous dites,
aujourd'hui on doit faire des logements, c'est comme ça, on ne doit pas déroger, parce que forcément après on n'a plus les subventions, on ne sait plus comment, dans quoi faire rentrer, dans quelle grille et tout. Et en même temps, il y a énormément de gens qui se contentent d'un espace qui n'a pas été prévu pour ça. Donc on est en train de se rendre compte que ce qu'on fait aujourd'hui, ça contredit ce qu'on peut constater sur un autre plan. Alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comment vous voyez ce que serait une médiathèque demain, par exemple? C'est ça votre question. On ne peut pas voir ça. Non, ça c'est une réponse sur le plan formel ou peut-être des usages d'une médiathèque. C'est difficile. Parce que la société évolue, et puis avec l'accélération de l'histoire en ce moment, là, notamment sur ces nouvelles technologies, c'est difficile de prévoir. Par contre, ce que je trouverais moins important, si j'étais à votre place, mais bon, je ne suis pas, mais ce que je trouverais important, c'est de se dire que peut-être il serait important pour vous, au regard du contexte dans lequel vous êtes, la taille de la ville, sa situation géographique, son contexte architectural, la population, les connexions éventuelles, les mobilités, en existe-t-il d'autres en périphérie, enfin à proximité, etc., de faire en sorte que ce lieu rende possible que ce qui se passe aujourd'hui se passe très bien aujourd'hui, et que peut-être anticipe en laissant un territoire de liberté à comment ça peut évoluer, comment chaque domaine peut évoluer. Je trouve que ça, c'est la réponse la plus difficile à faire. Mais c'est la réponse en même temps qui permettrait justement que ce que vous allez penser aujourd'hui, 5 ans avant que ça n'existe, puisse encore avoir du sens 5 ans plus tard. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et le paradoxe auquel vous allez être confronté, c'est que si vous faites un concours, chaque équipe d'architectes voudra faire le projet le plus remarquable et donc forcément altérera un peu ce point de vue. Parce que par exemple, là je déborde un petit peu, 30 secondes. Le problème du mode opératoire aujourd'hui, enfin le problème, disons, la situation compliquée à laquelle nous on a à faire face, c'est que on fait des concours. Bon, le marché public, c'est un concours. Pour apparaître, on ne parle plus à l'oral. Ce sont des concours anonymes. Donc chacun va vouloir apparaître un peu plus brillamment que son voisin. Donc on va tous essayer de donner dans le projet une dimension repérable, une iconographie qui va faire qu'elle va peut-être un peu plus plaire au maître d'ouvrage, au client. Elle va séduire un jury. Donc forcément, chaque fois qu'on va faire ça, on va sortir un petit peu de ce qui pourrait être quelque chose qui puisse mieux répondre de façon plus efficace. Et on va vouloir faire une icône là où l'icône n'est pas demandée. Ça, c'est la situation à laquelle vous serez certainement confrontés. Et puis pour ajouter sur ces questions de programmation, d'anticipation, je crois aussi qu'il faut préciser que je ne connais pas les programmes complets de ce qu'ont fait mes confrères, mais je pense qu'on a tous eu beaucoup de chance sur le fait qu'on a pu concevoir une médiathèque, qu'on a eu des missions pour accompagner le maître d'ouvrage et les bibliothécaires sur le mobilier, et qu'on a eu des gens en face de nous, puisque moi, pour parler très rapidement, nous, Moulins, ça a été une médiathèque charnière, puisque c'est vraiment la première médiathèque qu'on a pu faire avec des nouveaux usages. Avant, on avait, on va dire, l'ancienne génération, où on n'avait pas en plus les normes handicapées qui nous aidaient maintenant à convaincre que ça sert à rien de faire des rayonnages de 2,30 m de haut, parce que ça casse complètement les visions dans l'espace, etc. Donc on a pu faire des choses beaucoup plus basses, mais tout ça... ça ne vaut que d'une, si on peut faire le travail jusqu'au bout, parce qu'on a des médiathèques où on nous fait faire une médiathèque, puis on nous dit non, on fera le mobilier. Donc vous concevez un espace, vous dessinez quand même le mobilier, parce que vous avez un petit peu d'état d'âme, et puis vous venez le jour d'ouverture et vous êtes consterné, parce que vous vous rendez compte en fait qu'on a réaligné les rayonnages comme on faisait dans les années 80, et puis tout le travail que vous avez pu faire, il est par terre. Ou de la même façon, vous pouvez concevoir... Enfin, on a le cas, nous, du médiathèque qu'on conçoit, où je n'ai pas d'équipe en face de moi. On recrutera le directeur quand on commencera le chantier. Et là, c'est pareil, c'est généralement assez consternant, parce que le directeur qui arrive, ou le conservateur qui arrive, effectivement, lui, il a ses appréhensions, il a ses questionnements, et puis du coup, le programme, le projet en tout cas qui était quasiment figé avec une consultation d'entreprise, un chantier qui allait démarrer, on prend la flèche et puis on remonte quasiment jusqu'à l'avant-projet sommaire, parce que il y a plein de choses que l'équipe n'a pas vues, avait pas imaginé comme ça. Donc avant même d'avoir
une anticipation de la vision de ce que pourrait être une médiathèque dans 30 ans, il faudrait déjà qu'on arrive systématiquement à pouvoir les concevoir avec le recul qui existe déjà, parce que quand on est choisi dans un concours, on peut démarrer le chantier 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans après avoir été choisi sur un dessin qu'on a fait 5 ans avant. C'est un peu moins flagrant aujourd'hui, mais quand on faisait des équipements avec des techniques assez poussées en projection, en audio, etc., il n'était pas rare qu'on refasse tout le projet au moment où on démarrait le chantier, parce que tout ce qu'on avait préconisé, ça allait à la poubelle. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que... très court, hein, mais est-ce qu'on pourrait dire que la synthèse des projets qui sont exposés ici, on a tous bénéficié plutôt du bon, quoi? Parce qu'il y avait de bons programmes scientifiques, il y avait des gens en face de nous, on a eu plusieurs outils pour arriver à ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc prenez synthèse de ce qui vous est présenté. J'ai pris des notes et des photos. Je trouve que ce qui a été dit sur certains équipements, comme les conservatoires, est assez juste. On sait à peu près ce qu'on fait d'une certaine manière, on sait combien de mètres carrés on a besoin pour ça, Avec la bibliothèque, j'ai découvert dans mes fonctions un équipement où finalement ce qui était dit est vrai. On est sur quelque chose pour lequel la façade héroïque, ce que le maire aime bien faire, c'est-à-dire couper un ruban, avoir un beau bâtiment, est moins important que la manière dont, à l'intérieur, une population va se projeter, va prendre les espaces qu'on lui offre et va faire quelque chose finalement de cet équipement. Et on parlait d'équipements durables, d'architecture durable. Donc on est au cœur. Pour nous, financeurs, c'est important parce que il nous est arrivé de voir ces derniers temps des équipements qu'on avait refaits il y a 10 ans, 15 ans, et qui sont obsolètes. Le taux d'obsolescence d'un certain nombre d'équipements est très grand, très fort. Et donc, l'important, c'est votre capacité, non pas à savoir ce que c'est que la bibliothèque dans 30 ans, mais finalement avoir des équipements durables, c'est-à-dire des équipements qui vont pouvoir évoluer avec un certain nombre d'usages. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est vos expériences, ce que vous en tirez, est-ce que vous pensez que vous avez créé des architectures durables, finalement? Comment est-ce que vous voyez cette question-là? Comment vous vous intégrez, finalement, dans une problématique qui est celle d'équipements qui ont été fondés pour autre chose, des bâtiments d'usine, etc., et qui ont une plasticité telle que finalement on peut les réinvestir de génération en génération. Est-ce que vous avez créé, par rapport à cette page blanche que vous écrivez avec les conservateurs, des architectures durables? Moi, je répondrai juste en un mot que déjà, pour moi, la démarche de la transformation d'un bâtiment existant est déjà une démarche de développement durable. Donc, forcément, on améliore le bâtiment, forcément, on va le mettre aux normes d'aujourd'hui, forcément, on va envisager la transition énergétique dans le bâtiment. Pour Le Havre, où on ne pouvait pas intervenir à l'extérieur, on ne pouvait pas intervenir sur l'enveloppe du bâtiment. Bon, ben, on a isolé le bâtiment à l'intérieur, mais ça fait partie, comment dire, en même temps, on met de la ventilation double flux, on chauffe le bâtiment, on met des éclairages qui sont des éclairages LED partout, voilà. Donc, mais pour moi, ça fait partie de, comment dire, ça fait presque partie de la technique du projet d'aujourd'hui, quand on fait un projet contemporain. En revanche, ce qui est difficile, c'est de l'appliquer à un bâtiment existant. Et là, on a toujours des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a du pour et du contre. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'on peut toucher. C'est pas aussi simple que ça. Mais à mon avis, ne serait-ce que de faire une médiathèque dans un bâtiment qui n'était pas fait pour ça, qui était en train de se déglinguer parce qu'il était mal utilisé et qu'il déplaisait finalement à la population de la ville, ça déjà c'est durable. C'est dans le sens du durable. Pour moi, c'est les fondements du durable. Voilà. Et il pourra changer d'affectation un jour, le bâtiment. Il pourra. Pardon ? Il suffit d'enlever les meubles. Francis,
va peut-être pas être très content. En tout cas, je sais que Bouchain est absolument contre ce que je vais dire là, et je l'exagère évidemment. Moi, je finis par être un repenti de la transformation. Et je le dis, je m'autorise à le dire parce qu'on en a fait quand même pas mal. Pourquoi? Je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans, mais je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui parce que ça vaut beaucoup plus cher de construire, de transformer que de construire. Il y a des éléments, enfin, on ne va pas toucher évidemment à Niemeyer, mais on peut vraiment se questionner sur la difficulté de transformer un bâtiment et d'accepter toutes les normes. Pourquoi aller aussi loin pour sauvegarder des bâtiments qui parfois ne sont qu'un patrimoine électoral pour certains élus? Et après, mais c'est compliqué, c'est pas tout à fait votre sujet, mais si ça l'est quand même, parce qu'on parlait de transformation et de lecture publique, disons. Mais pourquoi ne pas construire de manière relativement générique, alors peut-être pas comme Yana Friedman, mais enfin si, il pourra encore nous donner des questions, mais nous donner des leçons, mais pour pouvoir à tout moment faire muter les activités à l'intérieur d'un bâti. Est-ce que c'est ça que vous avez eu en tête lorsque vous avez travaillé ces architectures, puisque précisément c'est la problématique de ces usages qu'on ne connaît pas, pour lequel on a une capacité d'anticipation qui est assez limitée d'une certaine manière, et pour lequel le sujet c'est de ne pas se planter pour que dans 15 ans on soit obligé de remettre au pot finalement pour avoir une intervention lourde qui soit compliquée pour les finances publiques, pour tout le monde, etc. Donc une plasticité suffisante pour que le projet soit durable, pour que votre proposition soit durable d'une certaine manière. Je vous réponds très court. Enfin, le mot plasticité, c'est une question de structure. Tout est à la base une question structurelle. Si vous regardez les grandes portées, l'absence de poteaux, l'absence de refends, c'est une espèce d'intelligence constructive qu'au début du siècle, on a très très bien respecté, puisque ce sont ces bâtiments qui font tellement plaisir à Francis. Les bâtiments réhabilités, pour qu'on puisse les réhabiliter, il faut qu'ils aient une intelligence, il faut qu'ils aient un génie. Et si après on vient forcer des structures qui ne sont pas faites pour être adaptées, c'est là où on se plante complètement. Donc je fais exprès, je suis un peu provocant, mais je ne suis pas tout noir, tout blanc, mais je dis qu'il ne faut pas tout conserver, quoi. C'est mon point de vue. Hein. Je pense que la question que vous... Enfin, dans la question que vous posez, il y a peut-être plusieurs dimensions. Si une des dimensions, c'est de savoir si les 4 bâtiments présentés là sont durables, la réponse est contenue dans le fait qu'ils ont été installés dans des coques déjà existantes. Donc, par définition, ces coques qui désormais deviennent les coques de nos projets ont démontré leur capacité à une réutilisation. Bon. Mais dans cette question, en fait, il y a une dimension très complexe qui mêle le concept et la plastique. Parce que la durabilité, c'est un concept. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire avoir envie encore d'utiliser un lieu, avoir envie d'y rester longtemps, de ne pas le considérer comme désuet, encore avoir du plaisir à y vivre, si c'est des logements, du plaisir à le pratiquer, etc., et le considérer comme un élément important dans le paysage de la ville. Ça, c'est l'aspect conceptuel de la durabilité. Ensuite, il y a l'aspect financier de la durabilité, c'est-à-dire que ce que dit Patrick, c'est que désormais les conditions et les contraintes auxquelles on doit faire face pour transformer un lieu que l'on aura décidé de conserver parce qu'il présente un intérêt vont être de plus en plus difficiles. Parce que de toute façon, pour construire aujourd'hui, il faut que ce soit quand même costaud. On met des couches et des couches et des couches, et des équipements et des équipements et des équipements. Et le jour où vous voulez transformer ça, logiquement, sur un tableur, vous voyez que de faire du neuf, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc les coques peuvent continuer à se transformer. Et en effet, plus elles vont être simples dans leur structure, dans leur géométrie, mieux elles seront capables d'absorber des nouveaux usages et des nouvelles dispositions programmatiques, c'est clair. Mais c'est l'aspect financier qui se heurtera, enfin, cette démarche finira par se heurter à un aspect financier qui rendra peut-être un peu absurde l'idée de vouloir donc ne se considéreront plus que certains patrimoines, parce qu'on ne pourra pas tout regarder de cette manière, quand bien même
il y aurait un patrimoine qui peut être réutilisé, notamment je pense à la Courneuve, il y a un patrimoine encore très intéressant industriel, mais y aura-t-il ce que disait Niemeyer? Non, c'était pas Niemeyer. Je ne sais plus qui disait, on peut réutiliser un bâtiment si on en a envie, ou si on a envie de ce que vous disiez tout à l'heure. Donc y aura-t-il suffisamment de raisons de le faire? Il y a Fortier qui dit, quand je lui pose la question... Prends un micro, s'il te plaît. Posant la question à Bruno Fortier sur le réversible, il dit « mais t'y penses pas ? De toute façon, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça ne tiendra pas aussi longtemps que... » J'allais juste ajouter un mot. Le bâtiment de Niemeyer, que Niemeyer a conçu, il l'a pas conçu dans le sens du durable comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il l'a conçu pour faire une salle de spectacle, pour répondre à une demande urbaine dans un site particulier, et il a fait cette forme très particulière. Mais n'empêche que ce bâtiment, on l'a transformé. On en a fait une médiathèque. Donc vous voyez qu'il devient, la démarche est déjà dans le sens de ce qu'on peut appeler durable. Et je pense que ce bâtiment, il peut se transformer à nouveau. On enlèvera tous les meubles et on aura les parois en béton, etc., à condition de regarder le bâtiment d'abord et d'étudier un programme qui pourra s'insérer dans un bâtiment comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas aller... dans ce bâtiment, vous voyez, on a utilisé la collerette à l'étage. On a fini par remettre les bureaux là où ils étaient déjà, puisque c'était les seuls endroits où il y avait des fenêtres. Donc, il faut... on peut raisonner aussi avec... À partir du moment où on veut conserver un bâtiment et qu'on estime qu'il a une valeur, une qualité architecturale, à ce moment-là, je pense qu'il faut renverser les choses. C'est-à-dire qu'il faut dans une démarche de développement durable, en voulant le transformer, en voulant le réutiliser, en faisant de la récupération, il faut chercher un programme qui pourra venir se caler dedans. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'expérience qu'on a faite avec le bâtiment de Niemeyer. Il n'était pas conçu pour être transformé, en fait, ce bâtiment, du tout. On a été obligé de casser des parois en béton, on a ouvert on est dans une médiathèque sans porte. Quand tu parlais des médiathèques sans porte, on n'a pas de porte, mais on a des parois en béton qui nous reformalisent l'espace, etc. Eh bien, quand vous me demandiez au départ comment on avait envisagé d'intervenir dans ce bâtiment par rapport au fait que c'était un bâtiment fait par Oscar Niemeyer, donc icône de l'architecture moderne, eh bien, à un moment donné, moi je dirais tout simplement qu'on ne se pose plus la question à ces termes-là, c'est-à-dire que Niemeyer, oui, il est présent partout, on le sait et tout, mais on se pose la question par rapport à ce bâtiment et où est ses qualités, qu'est-ce qu'on peut garder, on est obligé de casser mais on a cassé, on a ouvert des portes et en même temps on a reconstitué des parois en béton. Donc voilà, je sais pas, la question de la flexibilité, qu'on nous demande dans chaque programme de médiathèque de faire des espaces flexibles, modulables, il y a des mots comme ça qu'on retrouve dans tous les programmes. Là, dans cette médiathèque, il suffirait qu'on enlève les meubles et après vous avez un plateau, vous avez un rez-de-chaussée qui fait 2500 mètres carrés avec des caractéristiques d'espace et après réfléchissons à qu'est-ce qu'on veut mettre dedans et pourquoi et pour qui. D'ailleurs, c'est la réflexion qu'il faut porter sur tout bâtiment, parce qu'il a quand même son inscription dans la ville, au départ. À mon avis, c'est aussi ça qu'il faut regarder pour donner du sens à la restructuration d'un bâtiment. Non, mais il est sûr que le bâtiment de Niemeyer, c'est celui qui était le plus spécifique de tous les quatre. Et donc, vous êtes passé du spécifique au générique, comme si je reprends le terme de Patrick Rubin. Il était déterminé. Oui, oui, mais... C'est l'exercice le plus
Mais je pense que derrière la question là, qui dépassait la question de développement durable au sens où on l'entend sur les économies d'énergie, sur l'approche écologique, c'était aussi la question sur l'éphémérité des situations. Parce que est-ce que très vite, vos aménagements ne vont pas être obsolètes? C'est la question de la lutte contre l'obsolescence permanente. Elle est là, la question par rapport aux investissements. Est-ce que quand vous imaginez ce lieu, vous l'imaginez là pour assez longtemps, qu'il puisse s'adapter dans le temps? Oui, voilà, elle est là la vraie question, hein, par rapport à l'économie. Les médiathèques sont quand même, demandent beaucoup de mobilier, de présentation des collections, des sièges, des tables, etc. Et maintenant, on fait quasiment tout la même chose, c'est-à-dire qu'on fait des mobiliers sur roulettes. Donc c'est déplaçable. Déjà, les bibliothécaires savent dès le départ qu'ils vont pouvoir utiliser un bâtiment en sachant que si dans 2 ans ils décident de changer la répartition des rayonnages de présentation et des fauteuils, etc., ils peuvent le faire. Sauf qu'au départ, on fait un projet quand même avec une contrainte de programme qui est la contrainte du nombre d'ouvrages, du nombre de documents à mettre en libre accès. C'est quand même le point crucial pour les bibliothécaires. Hein. Quand on a 114 000 documents, on en a 114 000 documents. Et nous, on a essayé de discuter avec les bibliothécaires justement de voir comment on pouvait faire, parce qu'on voyait que ça prenait de la place et que c'était difficile de tout aménager. Après, je vois de plus en plus des bibliothécaires qui acceptent l'idée de diminuer le nombre de documents en libre accès, notamment des livres ou des revues. Et dans les bibliothèques universitaires, on en vient là aussi, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre d'ouvrages pour proposer plus d'espace de travail. Et les places de travail, ce sont des choses très... C'est du mobilier. Après, c'est les connexions, c'est les réseaux... Alors, Patrick ? Moi, je dirais il y a le solide et le liquide. Ce qui est solide, c'est c'est ce que tu as laissé, quoi. Tout ce que tu as conservé. Le liquide, c'est comme si on renverse le bâtiment, il y a tout ce qui tombe. Et ce qui tombe, c'est le mobilier. Il faut qu'il ait été amorti. Hein. Vous êtes du ministère de la Culture, hein, bien sûr. Vous êtes le financeur. À partir du moment où on considère que... Et c'est pour ça que je reviens toujours à la structure. Si la structure, elle a une capacité d'absorber à chaque moment un système, eh bien dans ce cas-là, oui, c'est du durable. Mais si jamais vous êtes obligé d'intervenir sur la structure, si ça n'a pas été anticipé, là, vous perdez. Nous, on va vivre cette expérience parce qu'on va travailler sur la BPI, Beaubourg. Précisément, la BPI, effectivement, oui. Ça a duré 15 ans, c'est-à-dire qu'on a réhabilité le projet au début des années 2000. Oui. Et il est largement obsolète aujourd'hui. Donc, cette question-là, elle n'est pas uniquement, je ne la trouve pas uniquement à la BPI. Nous avons toute une série d'équipements qui ont été refaits, parfois assez lourdement, il y a une quinzaine d'années, et dont le constat aujourd'hui, c'est qu'ils sont obsolètes. Et qu'il faut intervenir lourdement, d'ailleurs. Mais il faudrait pas. Il faudrait pas. C'est-à-dire que quand vous faites rentrer dans un lieu, c'est ça la question du solide et du liquide. Enfin, ce que j'appelle le solide et le liquide, c'est que le liquide, à tout moment, vous n'allez pas, ça ne sera pas laborieux pour le dégager. Tandis que le solide, quand vous intervenez sur un escalier, un escalator, vous refermez les planchers et tout, c'est du lourd. Oui. Et ce qu'il faut à chaque fois ménager, je pense, enfin, quand on intervient, c'est des espèces de créatures ce que j'appelle des corps étrangers, qui viennent et qui sont capables aussi d'être déposés. Donc c'est vraiment une technique, donc c'est une réflexion comme on avait Perret, comme on avait tous les gens qui ont réfléchi sur le béton et sur le métal au début du siècle. Et on a oublié cela. On a oublié cela parce qu'on est aussi assez assommé par les prescripteurs. Il faut le savoir. Par exemple, faux plancher, faux plafond, vous pouvez vous interroger pourquoi le logement et pourquoi le bureau n'a pas la même hauteur. Et tout ça, c'est pour vendre, ces 2000 clients qui disaient ça depuis longtemps, c'est pour vendre du faux plancher et du faux plafond.
Mais une question justement sur la remarque sur l'obsolescence de la BPI. C'est vrai qu'il y a 17 ans, elle était flambant neuve, elle avait été transformée. Donc l'obsolescence vient du succès phénoménal de ce lieu, parce que c'est quand même un des lieux les plus fréquentés. Est-ce que ça vient de là, avec une usure, ou bien cette obsolescence est d'un autre ordre? C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est Piano, qu'on a revu il y a quelques jours. Elle n'est pas obsolète. Moi, je l'ai vu se construire, j'ai vu le chantier. C'était des grands plateaux. Ben, aujourd'hui, je vous assure, en travaillant sur le sujet, vous retrouverez des grands plateaux. Et il ne parle pas de circulation, il parle de rue. Donc il parle d'une ville. C'est une véritable ville. Je ne dis pas que ce que Piano a fait est obsolète. Mais dis ce qu'on a fait, en 2000, c'est je confirme. Je confirme. C'est délicat pour moi, mais il ne faut pas intervenir lourdement. Il faut intervenir légèrement, avec délicatesse, on va dire. Vous voulez conclure, apporter un élément? Je sais bien que c'est un débat qu'on ne peut pas conclure, hein, puisque l'architecture, c'est justement être toujours dans cette mutation permanente et cette réécriture des lieux. Donc réécriture des lieux, bibliothèque, on voit que c'est quand même un sujet magnifique quand même, là, qui nous rassemble aujourd'hui. Alors s'il n'y avait plus de questions ni de demandes d'intervention, je crois que, à moins que quelqu'un veuille prendre encore la parole. Oui, Luigi. Voilà notre docteur. Non, je voulais juste relier un peu la question de la durabilité dont on vient de parler, parce qu'effectivement, Madame Sogno avait évoqué la question, bon, aujourd'hui, effectivement, on fait tous des mobiliers sur roulette. Si on enlève nos mobiliers de notre architecture, les espaces sont des plateaux, on pourrait les transformer, etc. Je me demande, mais c'est aussi une réflexion que je faisais en étudiant vos architectures pour cette présentation, est-ce qu'on ne pourrait pas lire cette notion de durabilité à une échelle différente? Parce que je pense que vous tous, vous avez fait une réflexion d'une bibliothèque qui est quand même insérée dans un contexte urbain et une liaison forte avec la population, les territoires différents, le Moulin, le parking qui était quand même difficile à digérer pour créer un espace public, Brest, bon, on connaît cette grande place. Donc est-ce que cette notion de durabilité ne pourrait pas se décliner plutôt à une autre échelle et se dire qu'on essaye de faire de ces bâtiments quelque chose de différent, que bon, même si la bibliothèque va évoluer, même si la flexibilité nous amène à changer nos espaces, étant donné qu'elle se met en système dans la ville, Niemeyer et le changement ponctuel qu'on a fait de son architecture l'a fait devenir un espace de la ville, donc à ce titre durable. Oui, si on parle de Moulin et de son fameux parking devant, le souci auquel on est confronté, il est politico-économique, c'est-à-dire que oui, quand nous on a retravaillé sur la bibliothèque, où on a modifié l'entrée, modifié l'accès, parce qu'en plus il y avait un emmarchement important et évidemment qu'il a fallu régler le problème pour les personnes à mobilité réduite. On a lancé des perches pour dire le parking c'est quoi dans 10 ans, comment vous le voyez, comment nous on doit l'intégrer, comment la ville peut s'articuler autour du projet ou l'inverse, qu'on puisse avoir un échange là-dessus. Le souci auquel on se confronte, c'est que vous n'avez pas toujours les réponses en face de vous. Donc oui, on pourrait travailler le projet à une échelle plus importante pour se dire, voilà, dans 30 ans, il est intégré dans une lecture urbaine plus large, et s'il se passe quelque chose plus loin, ça peut... Moulin, en plus, est l'exemple vraiment typique, puisque ils ont construit le conservatoire, sur la photo qui est là, à gauche de la médiathèque. Quand on est arrivé et qu'on a eu le programme, et surtout il y avait avec un projet scientifique et culturel, ce qui était quand même pour nous bien, parce qu'on avait une lecture autre qu'un tableau de surface, on avait vraiment ce que souhaitaient les équipes. Et quand on lisait, la conservatrice en plus était plutôt sensible à l'approche musicale, etc. On dit mais pourquoi on en est là? Enfin, vous avez un conservatoire qui est assez récent en face, vous réhabilitez de médiathèque. Pourquoi la question n'a pas été posée le moment venu
de savoir si on ne pouvait pas faire un équipement justement pleinement troisième lieu, où le conservatoire, la médiathèque, enfin on avait un ensemble qui pouvait être cohérent, et plutôt que nous faire nos petites collections de CD dans la médiathèque, la partothèque du conservatoire qui était à côté pouvait se mutualiser. Enfin, on avait un potentiel monstrueux, mais la réalité, hélas, elle n'est pas là. La réalité, elle est que vous avez un moment, effectivement, un politique qui gère un conservatoire, qui a un bâtiment existant, qui doit rénover, qui effectivement est assujetti à un certain nombre de subventions en fonction de ce qu'on fait à l'intérieur, de la date où on le dépose, et je vous en passe des meilleurs. Et du coup, le projet fait pchit, quoi. La bonne idée du début, elle ne peut pas marcher parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Parce que quand vous voulez mutualiser des espaces, les subventions, du coup, vous appliquez sur les subventions des espaces mutualisés, c'est pas nécessairement le même taux que vous auriez sur l'espace qui est pleinement pour la médiathèque. Et puis du coup, très vite, vous vous confrontez au directeur du conservatoire qui dit ah mais non, mais la salle polyvalente c'est la mienne. Ah bah oui, puis vous avez la directrice de la médiathèque à côté qui dit ah oui, mais non, elle sera pour moi. Enfin, et là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant nous tout ça. C'est la faisabilité, c'est l'étude urbaine, c'est tout ce qui peut se faire avant que nous on arrive pour dire voilà comment on l'imagine. Mais tu es d'accord que ça ne changera jamais, ça? Ah non, non. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on sait que c'est fichu d'avance. Pour un micro, c'est pas un micro. Nos outils doivent prendre en compte ceci. Et c'est un peu le lutteur, quoi. T'as un gros lutteur et t'as un petit lutteur, et non les petits lutteurs. Et je pense que la fabrication du projet doit prendre en compte le fait que l'élu, il en est à son premier mandat, il veut absolument son deuxième mandat, et que pour faire sa ville. Et alors, à ce moment-là, tu comprends la situation et tu es obligé d'abandonner la mutualisation des deux équipements. Et tu vois, c'est-à-dire que nous, souvent, les architectes, c'est pour ça que je trouve qu'on est fragile depuis longtemps, c'est qu'on ne veut pas admettre l'autre récit, le récit des politiques, le récit de la finance, le récit des subventions. Tu les cites très très bien, mais si jamais on les intégrait, on serait en dialogue permanent avec le politique. Et surtout pour le logement, qui me paraît être la priorité. Parce que la culture, ça va pas trop mal quand même, non? Je vais ajouter juste une petite chose. Ah, pardon, il y a des restrictions en ce moment. Pour reprendre ce que vient de dire Patrick, je pense même que on nous fait porter, à nous architectes, une part bien plus large que la réalité en ce qui concerne la durabilité. C'est-à-dire la durabilité, elle va se définir avant, pendant et après. C'est-à-dire avant de quelle manière ce qu'on vient de dire peut rendre possible une intelligence de situation par rapport à un projet donné qui va souvent se confronter justement à des problèmes de nécessaires fonctionnaires, de services, etc. Ensuite, pendant, parce que peut-être là, c'est là qu'on agit le plus par rapport à la façon dont on va établir une structure de manière à pouvoir rendre réversible des situations. Et après, ça va être comme la Tour Eiffel. C'est-à-dire la Tour Eiffel, c'est absolument pas un bâtiment durable. Il n'a pas été conçu pour durer, sauf qu'il dure. Pourquoi il dure? Parce qu'on a décidé qu'il allait durer. Donc on met les moyens qu'il faut pour que ça dure. Donc la situation d'après, c'est les moyens qu'on met pour que le désir que l'on va avoir, la capacité financière, et à partir de là, on peut rendre la Tour Eiffel durable. C'est-à-dire vraiment le plus extrême, c'est cet exemple. Oui, je trouverais bien de rebondir justement sur les questions qui ont été évoquées là, puisque on avait plutôt un plateau avec beaucoup d'architectes, ce qui est bien, et je trouve que pour les journées de l'architecture, c'est tout à fait fondamental, et on doit être sur les fondamentaux de l'architecture, ça va de soi aujourd'hui aussi. Après, vous avez évoqué et donc mon collègue de la direction du livre a demandé oui, mais quand même, est-ce que ce ne sera pas obsolète dans peu de temps, etc. Et donc, on constate que dans tous les domaines, il y a des fondamentaux et il y a des besoins d'innovation ou des envies d'innovation ou des nécessités même d'innovation technique. Donc, dans l'architecture, ça va de soi, il y a à la fois des fondamentaux et des questions d'innovation technique architecturale propre, intrinsèque. Dans le domaine, je suppose, des techniques du livre et pour les médiathèques, etc., il y a aussi des fondamentaux, puisqu'on est complètement fasciné souvent, et on recherche souvent en tant que citoyen
d'aller dans des bibliothèques immanentes. Voilà, on est fasciné par certaines bibliothèques historiques, on est heureux, on est calme, on est bien, et on recherche ça d'une certaine manière. Et en même temps, on recherche aussi pour la jeune génération, pour nos enfants, des lieux nouveaux, adaptés, ludiques, etc. Bon, donc on a ces deux demandes, chacun. Aussi bien les bibliothécaires ont besoin de technicité nouvelle, ils ont des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Bon, il faut absolument que les bâtiments s'y adaptent. Et d'un autre côté, l'architecture n'a pas non plus à être le seul lieu à absorber justement toutes les contraintes des autres. Je veux dire, on a aussi des immanences, on a aussi des fondamentaux. Et le bâtiment de Niemeyer, il avait son immanence. Si on avait jugé simplement à sa capacité d'évolutivité du premier coup d'œil, peut-être il aurait été détruit. Bon. Et peut-être ça aurait été dommage, parce qu'à l'époque, c'était une avant-garde, et que le respect des avant-gardes, ça a aussi un sens, et que l'avant-garde d'aujourd'hui, si on ne la respecte pas demain, c'est aussi qu'on ne respecte pas les avant-gardes d'hier, nous-mêmes. Donc, il y a toute une problématique autour des innovations et des fondamentaux et justement de quelle flexibilité, quelles innovations. Je trouverais intéressant que peut-être lors d'un de nos prochains cycles, on fasse dialoguer justement ces immanences et puis ces besoins d'évolutivité qu'il y a dans le domaine de l'architecture, parce que l'architecture a besoin de montrer que la technique change et qu'on a des capacités nouvelles. On peut faire des choses maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc oui, c'est force de proposition. Et en même temps, les bibliothèques eux-mêmes veulent faire évoluer des choses et comment ça se confronte tout ça. Et donc, est-ce que c'est l'architecture qui absorbe seule, ou est-ce que les bibliothécaires eux-mêmes, d'une certaine manière, face à un bâtiment qui a une certaine, comme le bâtiment de Niemeyer, on ne pouvait pas faire tout partout. Donc, il avait justement des caractéristiques qui obligeaient à ce que les gens s'interrogent et se disent « Ah ben zut, alors face à ce bâtiment, on va peut-être pas pouvoir faire la traduction théorique du programme qui était le départ. » Donc, il va peut-être falloir se confronter à la réalité de l'architecture qui est pas qu'un emmerdement. Ça, c'est pour les journées de l'architecture. Et juste rajouter un mot, justement, moi, ça me fait penser à retourner les fondamentaux de l'architecture, c'est parler de l'espace. Et je pense que c'est de ça qu'il faut parler en premier lieu. C'est pas parler technique, c'est parler de l'espace. Et c'est ça qui fait que un bâtiment existant, tout d'un coup, apparaît comme étant avec des capacités d'espace, peut être transformé avec ses capacités d'espace. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où il faudrait qu'il y ait plus de dialogue. Parce que le problème des programmes, on fait des concours avec des programmes et on doit plancher et puis on rend un projet et il faut expliquer ce qu'on a fait. Mais moi, je préfère généralement pouvoir discuter, notamment avec les équipes des bibliothèques, parce que les bibliothécaires ont finalement une notion de l'espace intrinsèque, parce qu'ils savent très bien dans les bibliothèques ce que représente le nombre de documents en libre accès, ce que ça représente en rayonnage et donc ce que ça représente en volume dans l'espace, etc. Et donc c'est toujours intéressant de parler de l'espace avec les bibliothécaires, parce que nous, architectes, moi je me donne comme mission de leur transmettre la qualité que je vois dans les espaces du bâtiment existant et qu'il faut mettre en valeur, ou qu'il faut transformer, ou qu'il faut magnifier, qu'il faut... voilà. Et donc, c'est un dialogue. Ça, il faudrait pouvoir, quand on aménage des médiathèques dans un bâtiment existant, pouvoir, dès le départ, discuter, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Parce que de toute manière, on en arrive là. C'est peut-être effectivement la base de la base, de retourner à cette notion de qualité de l'espace, parce que effectivement, il me semble aujourd'hui qu'on demande le programme d'une médiathèque aujourd'hui est quand même quelque chose d'assez singulier par rapport à d'autres équipements culturels ou d'autres équipements de la vie, comme les logements. Une médiathèque, le programme, vous l'avez dit, c'est un lieu de vie, mais c'est quoi un lieu de vie ?
Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un lieu de vie. Je sais ce que c'est qu'une bibliothèque avec des rayonnages comme on le fait autrefois, avec des gens. Je sais ce que c'est qu'à la limite qu'un learning center, parce que ça correspond à des usages de travail que je peux styliser d'une certaine manière et que je peux identifier, mais je ne peux pas identifier ce que c'est qu'un lieu de vie, je ne sais pas. Et la réponse qui consiste à dire, d'une certaine manière, on fait la réponse, c'est les rayonnages sur roulette, ou elle est quand même... c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez fait une autre proposition. Vous avez fait une vraie proposition. Ça consiste pas à faire un truc qu'on peut déménager en 1 heure, d'une certaine manière, parce que tout est sur roulette, comme au théâtre. On change le truc parce qu'on change de scène, effectivement. Non, vous êtes des architectes, vous faites une proposition, et c'est une proposition sur un lieu de vie. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très évident aujourd'hui. Voilà. Je peux vous dire la définition du lieu de vie. On n'est pas chez soi. Elle n'est pas de moi. Hein. On n'est pas chez soi. C'est-à-dire vous n'êtes pas dans votre logement. Vous n'êtes pas dans votre travail, ministère. Et vous êtes dans un 3e lieu, c'est la définition de ce lieu qui fait qu'il y a une générosité qui se met en place si vous avez réussi à faire que ce lieu soit rayonnant. Et ça, je vous assure que c'est aussi le travail des architectes. Tu parlais de l'espace, la lumière, capter le naturel, faire que les gens soient... C'est vraiment un travail de l'architecte, hein, J'en suis convaincu. Je pense. Et pour Agnès Vince, les fondamentaux, si je reprends ce qui me paraît être les fondamentaux, qui évoluent évidemment à travers le temps, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le solide par rapport au liquide. Enfin, c'est une image. Mais c'est évidemment, pour construire, là on est sous une voûte, enfin, il y a ce fondamental, et là est présent, et c'est ça l'architecture. Donc c'est ce difficile... assemblage entre le solide, la structure, enfin le roman, le gothique, enfin, évidemment, c'est ça, faut que ça tienne, et puis tout ce qu'on va loger à l'intérieur. Et ça, c'est certainement une des révolutions à venir, c'est la question du composant. C'est le composant va venir habiter je ne fais pas de la fiction là, hein, mais les Italiens des années 70 avaient déjà pensé ça, tous les super studios et ils savaient qu'au bout d'un moment, l'architecture était beaucoup moins intéressante que les usages qu'on ferait à l'intérieur. Enfin, c'était des radicaux. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que alors on parle du programme au sens normé de la chose, où on a des surfaces, etc. Mais il y a quand même certaines études, enfin, certains, on peut l'appeler programme malgré tout, alors selon les programmistes évidemment qu'on en face de nous, et puis ce qui a été réclamé au moment des préétudes, mais on a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, des programmes qui sont doublés de la demande des équipes, c'est-à-dire au-delà des surfaces, vers où elles souhaitent emmener leur lieu, c'est-à-dire comment elles le voient pratiquer. Alors certes, c'est avec leurs mots, avec le raccrochage scientifico-culturel, charge à nous effectivement ensuite de le traduire d'un point de vue spatial, mais on a quand même une approche, on va dire, un petit peu plus sensible et moins technique que le programme d'origine. Enfin, nous, à Moulins notamment, il y avait ce volet-là dont on a effectivement, quand on a lu le programme et qu'on a répondu, il y avait cette volonté des équipes effectivement d'aller voir ce qui avait été fait dans les pays nordiques, de ce que c'était qu'une médiathèque, de ce que c'était qu'un accueil qui n'était plus une banque d'accueil, qui était effectivement des points d'information disséminés sans avoir une vision frontale. Enfin, il y avait toute une traduction de leur vision de la médiathèque aujourd'hui qui nous a effectivement aidés, alors aidés dans le travail, mais aussi aidés dans l'appréhension qu'on peut avoir avec eux en leur proposant des choses dont on savait qu'ils en seraient réceptifs, quoi. Il peut y avoir des malentendus aussi, hein. Parce que nous, on a été gâtés, je pense, hein, tous les quatre. Il peut y avoir de grands malentendus. Et nous, je sais que ça a failli en être un avec on s'est très très bien retrouvés à la fin avec Aubry-Guet. Et parce que justement, il y a tellement de filtres pour arriver à une demande. Et au contraire, enfin, ça a éclaté plutôt bien à la fin. Et le programme scientifique et le programme subventionné par le ministère de la Culture. Et
et nous, et ce qui s'est passé à la fin, soudainement, étaient en symbiose. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une temporalité, c'est 5 ans, 6 ans un projet. Et il faut avoir le temps de le faire évoluer, et je te suis, oui, les équipes se retrouvent à un certain moment. C'est un acte long, l'architecture. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter sur cette phrase, en effet, spatio-temporelle. Donc on a évoqué la question spatiale, la question de l'usage fondamental, et puisque c'est une grande journée de l'architecture, je voudrais quand même citer, parce qu'on aurait pu citer d'autres références et faire venir d'autres architectes, mais le Grand Prix national d'architecture a été attribué cette année à Imos et Vitar, qui sont les auteurs d'une transformation exceptionnelle de silos sur le port de Strasbourg en médiathèque, la médiathèque André Malraux. Ceux qui ne l'auraient pas vu, je incite absolument à aller voir ce lieu, en effet, qui est un modèle d'ouverture sur la ville, ce qui rejoint les propos de Luigi. Voilà, merci à nos architectes, merci à tous, et puis très grande journée d'architecture.